Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
Messieurs, dames, bonjour à tous les copains, ça y est, il est l'heure les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine, semaine de la maturité. Ah, ça y est, j'ai 30 ans, ça y est, depuis hier, j'ai 30 ans, ça y est, on y est. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, la pluie. Ah, Charles Aznavour. On embrasse. Non, mais ça y est, je suis clairement nostalgique. Maintenant, je vote à droite, j'ai du pognon, j'ai 30 ans. Je veux dire, j'écoute du jazz. C'est vraiment l'autoroute vers l'oncle relou, ivre à 12h30. Je veux dire, là, ça y est, c'est fini. Le rétroviseur, il est pété, il n'y a plus rien qui marche. Je suis fatigué. Franchement, je te jure que c'est vrai. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais me coucher. Je suis fatigué. Ah non, c'est terrible. J'écoute des discours d'Eric Ciotti, je me dis, ah, c'est pas mal. C'est fini, j'ai coupé mes dreads, je fume plus des spliffs. Hein, laisse pas traîner ton gosse, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. Ouais, c'est fini tout ça. Ah non, c'est Aya Nakamura. Putain. Je prends du thé, regarde. Tisane. Tisane de menthe poivrée. Franchement, menthe poivrée. Je mérite de me faire péter les jambes. C'est fini la drogue, c'est fini les putes. Voilà, c'est. Non mais c'est comme ça. Je suis le premier meurtri. Mais bon, les amis, c'est pas grave, hein, avec cette parenthèse nostalgique. J'espère que vous allez bien, les copains. En plus, petite blagounette, tout va bien. Pour le coup, tout va bien, les amis. J'ai la banane, on est à fond la forme. Voilà, à fond la forme, les copains. Et puis, là, on y est. Là, on y est, c'est parti à J-5. J-5 de la date de Lausanne, les copains. Ça y est, le début de la tournée, juste au milieu. On est parti plein gaz, plein badin. Là, ça y est, ça va y aller à fond. Ça va y aller à fond maintenant. On se rapproche, hein, vraiment, les dates vont s'enchaîner, les copains. Donc, n'hésitez pas à prendre les billets pour ceux qui sont dans le coin des dates qui arrivent, parce que là, ça va s'accélérer. Hein. Déjà, c'est allé vite, alors qu'il restait 2 mois. Là maintenant, là, on est foutu. Là, on le voit dans les chiffres, ça grimpe. Hein. Donc là, ceux qui hésitent, si vous ne prenez pas, c'est que vous n'avez pas envie de venir. Et ça, c'est pas sympa. Vous allez faire ça à un trentenaire. Plus la tête sur les épaules, plus grand-chose nulle part, je veux dire. Voilà, voilà les amis, je vous mets le lien dans le chat, les copains. Voilà, pour ceux qui veulent les prochaines dates qui arrivent, là c'est mai-juin, on va se concentrer sur ça. Ça va être Dijon le 12 mai, il reste encore des places à Dijon, les copains. Après, le Nérac entre Rodez et Aurillac, on est dans ce secteur-là, c'est chouette, hein, on a déjà vendu pas mal de places là-dessus, ça commence à jouer serré, ce sera le 18 mai 2024 à 20h30 les copains. Après vous avez Béziers, enfin Maraussan, à 10 bornes de Béziers, le 4 juin à 20h. Après on aura, donc c'est Port-la-Nouvelle, à côté de Narbonne, ce sera le 5 juin à 20h. Et Foix, Foix, c'est bientôt complet. Là, dépêchez-vous, 7 et 8 juin à 21h, c'est quasiment complet. Donc, je ne sais pas si c'est pas déjà fermé, d'ailleurs, la billetterie. Non, ça va, il en reste encore un peu. Vous pouvez bricoler. Voilà, tout va bien, les amis. Voilà, que du plaisir. J'ai hâte de vous rencontrer, les copains, faire des bêtises, voilà, avec vous, faire des blagues. Et inutile de vous dire que les sujets ne manquent pas. Voilà, voilà, les amis. Ça fait plaisir, tout ça. Merci à tous pour vos messages, les copains, vos messages de joyeux anniversaire. Voilà, ça m'a mis la banane sur un dimanche sympa. Franchement, ah ouais, non, franchement, vraiment, à ma milieu, elle avait géré ça al dente, comme on dit au Chili. Elle avait, ouais, petite journée au bain de laver, pour ceux qui connaissent un petit peu la Suisse. C'est des espèces de termes où tu vas mettre ton fion dans l'eau, puis dans la vapeur, puis dans la chaleur, puis dans le froid. Puis après, tu sors tes fracasses. Euh, le principe est pas dingue parce que c'est vrai que bon, t'es quand même là pour te buter finalement, mais ça fait du bien. Ça fait du bien cette histoire-là. Donc ça, c'était bien après un restaurant, ça c'était bien. Bien manger. Hein. Trop manger d'ailleurs. J'essaie en ce moment, tu sais, j'essaie de plus trop manger. Là, j'ai trop mangé. Donc j'avais mal au ventre. La tuile. Ah, non, mais je suis pas gastro-entérologue, mais voilà un petit peu l'histoire. Donc voilà, sur ce super week-end, là, je suis plein badin, les amis, pour une semaine. De fou. Voilà, voilà les copains. Il y a 20K91 qui dit tu fais la 4e séance de ciné ce soir. Non, j'y suis retourné jeudi et j'y suis retourné samedi. Ouais, Back to Black, le biopic d'Amy Winehouse, les amis. Ouais, je suis complètement fan. J'y suis retourné samedi. Je pense que je m'en referai une vendredi soir, à mon avis, avant le spectacle, hein, pour dire au revoir à la vie, finalement, hein, suivant le modèle hein, unique d'Amy Winehouse, mais toujours aussi brillant, hein, toujours aussi brillant. Et qu'une dune 73 qui connaît le secteur, qui est le resto au bain de la veille, il y a un buffet à volonté de malade. C'est exactement où j'étais hier. Absolument. Ah, ouais, tu me connais.
J'ai hâte de te voir, Sabli, toi. Toi, je vais te prendre dans mes bras. On va fonder une famille. Voilà. Enfin, attention, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui se cache derrière ça, parce que si c'est une femme, jurisprudence de par Dieu, tu n'as pas le droit, hein. Sauf si tu es défendu par le président de la République. Ça, c'est la tuile. Mais, ouais, non, c'est là, on est à la manger. C'était bon, hein. Ah, il y avait une salade de sèche. Putain. C'est quand on me demandait si j'en voulais, j'ai dit, ah non, je sèche. Ouais, après, je suis pas sûr non plus que ce soit une bonne idée de venir à ce spectacle non plus. Moi, j'ai pas encore mon billet. Je suis pas certain non plus d'être là. Mais non, non. Voilà, les amis, très très bon week-end. Il y a eu du Cinoche, il y a eu du Back to Black. Je me suis encore régalé. Est-ce que certains l'ont vu dans le chat, les amis? Le biopic d'Amy Winehouse, n'hésitez pas, hein. Merci à Nanou la Résistance qui vient de sub 5e mois. Merci beaucoup. Ma Nanou, qu'on embrasse. Voilà, évidemment, évidemment. Les copains. Puis cette semaine qui commence en plus, mais à fond la forme. Oh là 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 là, à fond la forme. Je réponds à mon Christophe 15000 qui dit bonjour Rémi, tu seras où? À Aurillac? On jouera au Nérac. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre Aurillac et Rodez, hein. Donc là c'est il y a un peu de bagnole, mais on va s'amuser, hein. On va prendre l'apéro, bon, avec modération évidemment. Mais ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est beau petit coin, ça a l'air sympatoche. On va vadrouiller un petit peu, ça va être sympa comme tout. Voilà, les copains. Le Nérac qu'on embrasse, évidemment. Alors, je vous le dis, je vous l'ai dit, hein, c'est dans le thème d'ailleurs de la vidéo. Semaine qui commence plein badin. Ah, tu sais, j'ai un script où je note un petit peu mes sujets, mes machins, mes bidules. Et là, il est blindé. En un week-end, il est blindestre, le truc. C'est abusé. Ah ouais, non, c'est abusé. C'est abusé. Vraiment, j'ai plein de trucs à vous dire. Ça part dans tous les sens. J'ai de beaux réacts cette semaine. On va faire de jolis réacts avec Barbara Stigler notamment. Ça va être génial. Et aujourd'hui, on va parler GPA. Ah, ouais, ça m'a saoulé. Ah, non, non, ça m'a. Hmm. Au rythme où vont les choses, c'est GPA Vice City, hein. Pour ceux qui ont la ref dans le milieu des jeux vidéo, hein, les jeunes en sont friands des jeux vidéo évidemment. Et on va parler de ça, on va parler GPA avec l'affaire Christophe Beaugrand. Ah, ça m'a mis la puce à l'oreille. Tu sais qu'en ce moment, en plus, je deviens marxiste. Le mardi après, je suis marxiste. J'ai lu des bouquins intéressants sur tout ça, notamment, je vous en ai parlé, hein, Dany Robert Dufour et le phénomène trans il n'y a pas longtemps. Et là, il y a une déclaration, mais sidérante. Et vraiment, on va analyser tout ça, on va essayer de réfléchir un petit peu sur tout ça, débattre, bien évidemment, on le redit, les amis. J'ai envie de refaire ça, les copains, parce que c'est vraiment chouette. Si vous voulez intervenir sur Juste Milieu, n'hésitez pas à venir dans le Discord, hein, de Juste Milieu, dans le salon général, dans le salon vocal général. Comme ça, on peut papoter, tu vois. C'est tout à fait sympatoche, tu vois. Par exemple, là, je viens de cliquer, j'y étais. Ça, c'est vraiment voilà. Non, on pourra papoter, les amis, de tout ça. Merci à Gaillou78 qui vient de subprime, 11e mois, merci beaucoup. Et donc, les amis, pêle-mêle quelques petits sujets avant d'attaquer en fanfare, parce que ça n'arrête pas et ça n'est pas parti. Pour arrêter, on a un. J'ai vu ça, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, tu sais, la menace sur les médias, c'est dans les autres pays. Dans les autres pays. Merci à Bayard92, hein, qui vient de sub 6e mois. Merci mon Bayard, et qui dit rendez-vous en juin à Paris. Magnifique mon camarade, ça va être chouette. Donc, on apprend, hein, c'est il y a à 14h50 aujourd'hui, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 heures, le journaliste politique Jean-François Achely a été licencié pour faute grave par Radio France selon une source interne. Il a été accusé d'avoir participé à l'écriture de l'autobiographie du président du RN, Jordan Bardella, ce qu'il conteste. Alors, on va parler un petit peu de cette affaire, les amis, parce que vraiment, c'est du plaisir. Ah ouais, non, elle me plaît, cette affaire. Elle me plaît. C'est extraordinaire, extraordinaire dans cette longue descente aux enfers que l'on s'amuse, hein, à dénoncer semaine après semaine. Donc là, c'est désormais un journaliste, hein, de France Info, pour vous raconter un petit peu le contexte. Donc ce journaliste, il est journaliste, service public, en fait, point. Il n'y a pas plus à dire que ça, si vous voulez. Intervenant notamment sur France Info, qui a vadrouillé sur différentes chaînes, qui a fait beaucoup d'interventions sur des chaînes différentes, qui a écrit des bouquins, on va y venir.
Libération avait essayé de le descendre il n'y a pas longtemps pour expliquer, parce qu'il faisait des formations un peu payantes en média training. C'est le truc à la mode, tu sais, des politiciens ou des personnalités dans le monde des affaires qui veulent s'entraîner à apparaître dans les médias. Et ils vendent des formations un peu de manière privée, quoi, avec des sociétés, des espèces de cabinets de conseil et tout. Libération avait fait un papier, personne n'en a parlé, bien évidemment, parce que ça aurait été prendre le risque de griller bon nombre d'autres journalistes qui font exactement pareil. Et la dernière info en date, merci à Canucula, hein, qui vient de sub 3e mois, merci. La dernière info en date, c'est qu'il y a eu discussion apparemment pour que Jean-François Achilly écrive la biographie de Jordan Bardella, ce qui est d'usage, hein, quand on voit le niveau de nos gouvernants. Effectivement, s'ils se mettaient à écrire des livres, Martine serait la Pléiade à côté. Et il y a eu des tractations plus ou moins avancées. Jean-François Achilly dit que c'est pas vrai. Bardella dit que c'est même pas certain. Hein, je vous dis, hein, ce qui est écrit sur Wikipédia. Genre, je me mets au niveau du traitement médiatique. Hein, on se fait pas chier. En 2024, Le Monde révèle que Jean-François Achilly a aidé l'eurodéputé d'extrême droite et président du Rassemblement national, Jordan Bardella, à raconter ses souvenirs dans un livre autobiographique, effectuant ainsi une collaboration extérieure sans en informer son employeur, ce qui est contraire aux règles de Radio France depuis juin 2023. La Société des journalistes de France Info estime que si les faits étaient avérés, il s'agirait d'un grave conflit d'intérêts. Jean-François Achilly est alors suspendu de l'antenne de la chaîne en mars 2024 à titre conservatoire. Le 24 mars 2024, il reconnaît avoir lu le texte, fait des retours et émis des avis. Il est convoqué à un entretien préalable à une éventuelle procédure disciplinaire le 2 avril 2024. Le 29 avril 2024, il est licencié par Radio France pour manquement répété aux obligations déontologiques. Donc, tu vois, voilà ce que nous dit Wikipédia. Parce que plus ça va, plus c'est vraiment ce qu'on a de plus carré sur ce genre d'affaires. Alors, effectivement, déjà, on peut bondir de notre chaise, to bound of a chair, comme nous dit Vandis, hein, dans le chat, une bio à moins de 40 ans, effectivement. Déjà, on mesure le niveau de boulard de Jordan Bardella, qui se dit quelle belle idée de faire mon autobiographie alors que je viens d'à peine d'arrêter de téter ma mère. Donc c'est quand même, là, on a un niveau de citron qui est assez monstrueux. D'ailleurs, j'aime la tarte au citron. Voilà, je remercie Madame Milieu qui m'en a conçu une magnifique pour mon anniversaire, sans aucun rapport avec le sujet. Donc, on continue. Et voilà, cette histoire, donc, si tu veux, on reproche en gros aux journalistes de s'être rapproché du mec de Jordan Bardella, donc du Rassemblement national. Puis vous vous rendez compte, l'indépendant du service public. On peut pas faire ça. Alors, à ce détail près, si on remonte un petit peu, que Jean-François Achilly a écrit plusieurs livres par le passé, notamment Sarkozy, carnet de campagne, la firme Sarkozy, parce que Achilly faisait partie, si vous voulez, de l'entourage de Sarkozy au moment de la campagne, et qu'il se déplaçait énormément avec lui, ce qui lui avait permis d'obtenir de sérieuses confidences. Il a également écrit Jusqu'ici tout va bien, Nicolas Sarkozy, chronique d'une partie de campagne, ça c'était en 2007. Il a également coécrit avec Matthias Fekl, donc Matthias Fekl juste comme ça, hein, homme politique franco-allemand de gauche, si je vous dis pas de bêtises, voilà, membre du Parti socialiste. Oui, il est franco-allemand, mais c'est un homme politique français du Parti socialiste, tu vois. Là, on n'est pas trop mal. Il avait écrit 2027, deux jeunes élus confrontent leur vision de la France. C'était un échange entre Mathias Fekl et Vladimir d'Ormesson. Et il a également écrit avec Charles Pasqua Le Serment de Bastia en 2016, ouvrage remarqué. Donc, il n'y avait jamais eu de problème. Aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Et là, le type est approché, alors on ne sait pas où en étaient les tractations, pour écrire l'autobiographie de Bardella. Donc déjà, c'est un travail qui prend une matinée. C'est-à-dire, il va pas être privé d'antenne pendant un bout de temps, vous inquiétez pas, tu vois. Et donc là, France Info décide de le dégager. Alors, il y a peut-être d'autres éléments. Il faudra se renseigner. On verra dès demain matin, hein, ce qui sera dit dans les journaux. On en reparlera, les copains. Mais vraiment, on dit souvent le deux poids, deux mesures. Effectivement, là, on a un Gérard Larcher de chaque côté. Vraiment, c'est sidérant. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant ce temps, vous avez Léa Salamé en couple avec Glucksmann à la téloche, sur le service public, et tout va bien. Mais tout va bien. Mais vraiment, mais dans un plaisir. D'ailleurs, cette même Léa Salamé qui nous a offert une belle séquence, on y reviendra dans quelques minutes. Mais pour vous dire, en fait, le niveau de cachotterie, d'enfumage, de mauvaise foi de ce système, notamment lié aux médias publics, qui prétendent défendre une déontologie, une machin, un bidule. Mais en fait, on est dans des comportements qui seraient dénoncés par l'ONU si le pouvoir en place en France était d'extrême droite. Enfin, la couleur du parti, parce que les agissements, c'est un autre débat. Mais
rendez-vous compte, quoi. C'est que si Trump avait fait ça, tous nos médias auraient hurlé, évidemment. Évidemment. Mais presque à la limite, à raison. On est sur le service public, donc moi je veux bien qu'on défende la neutralité du service public. Le problème, c'est qu'elle a la géométrie variable. Après tout, qu'il y ait voilà, cette espèce de rigueur de dire bah, un journaliste du service public n'a pas à faire ça, ok. Mais regarde, aujourd'hui, allez voir dans les librairies, regardez le nombre de journalistes qui font des bouquins sur la politique. Quand on voit des gars comme Barbier et compagnie qui font des bouquins à corps et à cri, c'est du délire en fait. C'est du délire euh, de censure d'une certaine manière. Alors le mot m'embête parce qu'il est très fort par rapport à la réalité de la situation. Comme on l'a dit, on parle de la biographie de Bardella qui tient sur 3 feuilles de PQ. Mais, enfin, avant ou après usage, ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est terrible en fait. C'est vraiment terrible de dire que le service public en est à ce niveau-là de censure. Parce que c'en est. Quand vous autorisez une Léa Salamé à être à l'antenne, qui plus est en période électorale, le 9 juin, donc le tour des européennes, c'est dans un mois, hein, un peu plus d'un mois. Donc c'est sidérant, si vous voulez, c'est sidérant. Alors, ça nous offre, c'est certain, ça nous offre des séquences croustillantes avec, comment est-ce qu'elle s'appelle, Sarah Knafo, elle a remis en place Benjamin Duhamel. Je vais vous montrer la séquence, c'est la séquence qui fait parler. Ah ouais, alors celle-là, elle fait parler, elle fait jaser dans le tout Paris. Alors attendez, c'est pas celle-là, c'est une autre, hein. Voilà, c'est ça. Éric Zemmour, un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi ? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de C'est-à-dire piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le Ouais. neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne Mais beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, Je il vous vous a réponds. pas échappé que Benjamin je Duhamel. ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change Je fais quelque pas de chose politique. Est-ce que Non. vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait Mais injustes? Vous Sarah avez Knafo, votre talent, vous avez votre Non. talent propre. Alors Mais- si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Attendez, excusez-moi, puisque vous êtes mettez en cause ma probité, ou en tout cas vous Sur votre soulevez question. le fait que j'ai effectivement des membres de ma famille qui sont dans les médias. Là, la question qui peut se poser pour ceux qui nous regardent, c'est de savoir s'il n'y a pas une forme de mélange des genres à voir qu'un président d'une formation politique désigne sur une liste pour les européennes sa compagne. La question, elle est sans aucune polémique, Très Sarah bien. Knafo. Alors je vais vous dire, moi je ne prends pas la vie politique comme un job. Ce qu'on fait, c'est pas un métier. Moi, je cesse pas d'être une patriote française à 18h et les jours fériés. Donc ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. C'est le combat pour nos idées. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune polémique de ma part Alors, sur la je vous question qui se pose. Et je crois Moi, que le beaucoup malentendu de... est Alors, dissipé. cette séquence, vous en avez entendu parler, les amis, hein, la transition est faite hein, dans les liens très intimes, visiblement, entre les milieux médiatiques et politiques. Donc, on est parti de l'affaire Achille, on a parlé de Léa Salamé, on y reviendra tout à l'heure. Et là, maintenant, on a l'affaire Sarah Knafo hein, pour balayer tout ce qui s'est passé un petit peu ce week-end, parce que ça y est, Sarah Knafo a annoncé sa présence à la 3e place de la liste aux européennes pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, sur une liste qui sera menée par Marion Maréchal. Quand même triste hasard de l'histoire pour la petite parenthèse, hein, qui s'appelait Le Pen, elle a enlevé Le Pen, il reste Maréchal, c'est quand même pas de bol. Mais c'est pas le sujet. Là encore, arrêtons les digressions. Eh oui, parce qu'il n'y a pas d'S. À digression, on ne dit pas digression. Ce sont les connards qui disent ça. Donc, Sarah Knafo, sortie de nulle part, si ce n'est du petit milieu parisien plutôt bourgeois. Hein. Là encore, on peut regarder hein, la fiche technique sur Wikipédia. Vous savez, moi j'aime bien pour le cursus. Alors ça vaut ce que ça vaut pour les grandes analyses, mais ça donne déjà des bases. Ça bricole, hein, donc on est sur Sarah Knafo suit une scolarité au lycée de l'Alliance, établissement privé juif sous contrat appartenant au réseau de l'Alliance israélite universelle, où elle obtient un baccalauréat en 2011. Après une première tentative, Sarah Knafo est reçue au concours d'entrée de l'ENA, promotion Molière 2018-2020. On va regarder, on va s'amuser, voir un petit peu qui y a là-dedans. Elle aurait été notamment encouragée à tenter le concours de l'ENA par Éric Zemmour. En 2021, elle est présentée comme sa compagne, hein, rappelez-vous, au moment des présidentielles, juste avant la présidentielle. Et donc, la liste d'élèves de la promotion, juste pour savoir, par curiosité, donc la promotion Molière, c'est 2018, tu vois. On fait le travail de juste milieu. Je fais l'enquête un peu avec vous, les amis, pour profiter, tu vois, pour profiter, regarder un petit peu tout ça. Alors, il n'y a qu'un nom qui nous est donné sur la promotion 2000. Attends, on va chercher autrement, on va mener l'enquête. Attends,
juste par curiosité. Tu vois, si on connaît déjà un petit peu des noms. Tac, 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 tac. Attends, ça c'est quoi? On veut les noms. Donnez-nous les noms, s'il vous plaît. Ça plairait. Ça plairait. Ah oui, non, c'est ça. Alors attendez, nanana. On a les jolies photos. Est-ce qu'on a la liste quelque part? Affectation des élèves. Enfin, ouais, on est des gens sérieux, hein, regardez, hein. On va regarder ça un petit peu. Il y a peut-être des choses à aller chercher, savoir qui a été affecté où. Bon, après, c'est jeune, hein, on va peut-être pas encore complètement les connaître, mais nanana. Ouais, c'est très jeune pour l'instant. On les connaît pas complètement encore. Mais à surveiller, ouais, tu vois, Sarah Knafo qui a été affectée à la Cour des comptes. Voilà. C'est sympa aussi, sympa aussi. Il y a Tancred Lahari, j'aime bien ce prénom, Tancred. J'ai rien d'autre à vous dire sur lui, mais j'aime bien, c'est sympa. Louise Mariani, on sait, est-ce la fille du mec du RN? Nanana, on n'a rien, on n'a rien de passionnant, mais faudra surveiller les noms, on connaît, hein. On connaît par rapport à l'ENA. Donc, Sarah Knafo, pour vous dire ça, donc pour rattraper un petit peu le dossier, qui avait été présenté, enfin, maintenant c'est officiel, comme la compagne d'Éric Zemmour avant le premier tour présidentiel 2022, qui est une jeune étudiante assez brillante. Il y avait eu un article plutôt chouette, je ne sais plus qui avait fait ça, qui racontait un peu à quel point toute cette génération de droite et d'extrême droite avait grandi ensemble, hein. Par exemple, un Stanislas Rigaud, l'un des porte-parole d'Éric Zemmour. On avait quelques jeunes comme ça, certains qu'on trouve à droite, d'autres qu'on trouve chez Reconquête, d'autres qu'on a trouvé au RN, et en fait qui se fréquentaient un petit peu tous au moment de leurs études ou de leur fin d'études, notamment pour quelqu'un comme Bardella qui n'est pas allé au bout. Tout ce petit microcosme, en vérité, se connaissait déjà bien. Et ils se sont un petit peu éparpillés finalement dans les différents partis. Alors tu vois, ce qui est intéressant, hein, c'est de voir le parcours de Sarah Knafo pour comprendre à qui nous avons affaire, même si on est à droite. Bon, on a quand même un petit peu d'éoliennes, hein. Si je vous lis, hein, par exemple, ce qui est dit, alors on peut vérifier source par source. J'ai vu certains qui pointaient du doigt effectivement les biais de Wikipédia. Alors, complètement d'accord. Je ne me sers pas de Wikipédia pour faire des grandes idées, hein, qu'on se met d'accord, mais pour voir des cursus, des faits comme ça qui sont généralement bien sourcés. Et ça permet de mettre en avant des éléments qu'on n'a peut-être pas ailleurs, hein. Durant sa scolarité à Sciences Po 2013-2017, Sarah Knafo rejoint l'Union nationale interuniversitaire ainsi que l'association étudiante critique de la raison européenne, CRE, qui défend des positions souverainistes et eurosceptiques. Voilà, pas mal. Le Monde l'a dit séduite par le sarkozysme de 2012, époque à laquelle elle adhère à l'UMP. Elle rencontre Henri Guénaud en 2014, puis distribue des tracts parmi les jeunes avec Guénaud. Si elle laisse volontiers dire qu'elle a été sa collaboratrice parlementaire, Le Monde précise que c'est à la surprise de la véritable collaboratrice qui ne l'a jamais vue au bureau, donc c'est Le Monde qui nous précise ça. En 2015, alors adhérente à l'UMP, elle se déclare favorable à la création d'une section étudiante du Front National à Sciences Po. En vue de la primaire de la droite et du centre de 2016, elle soutient Henri Guénaud qui ne se porte finalement pas candidat. Et tout ça pour finalement rejoindre Éric Zemmour, donc en étant la pièce maîtresse, hein, on le redit. Sarah Knafo a été présentée, en tout cas médiatiquement, un petit peu comme le cerveau de la campagne d'Éric Zemmour. Rappelons également que Sarah Knafo ne s'était pas cachée, hein, d'avoir utilisé les Macron Leaks, hein, rappelez-vous. C'était tous ces mails en fait qui avaient été balancés à l'entre-deux tours 2017, sauf erreur. On voyait tous les échanges de campagne qu'il y avait eu entre les équipes d'Emmanuel Macron. Ça avait été au centre de nombreuses affaires, hein, de nombreux scandales, toujours pas résolus bien évidemment, mais où on avait compris un peu les méthodes, l'articulation générale de la campagne de Macron. Et Sarah Knafo avait assumé dans les médias avoir complètement réutilisé tout ça pour la campagne d'Éric Zemmour. Donc, soyons quand même honnêtes, on est dans le juste milieu. Même s'il y a vadrouille, même s'il y a variation des idées, on reste à droite, on reste à l'extrême droite, on n'est pas sur du Manuel Valls non plus, mais personnage intéressant que cette Sarah Knafo qui a été vraiment catapultée en haut de la campagne d'Éric Zemmour. Il y avait eu les rumeurs comme quoi elle était enceinte, d'ailleurs fut un temps, ça avait fait la une d'un journal de Presse People, rumeur à laquelle elle avait coupé court quelques mois plus tard en disant que non, ça n'était pas vrai. Puis on s'en fout, à la limite c'est du people, à moins que c'eût été, hein, une sorte de manipulation pour essayer d'attendrir l'opinion concernant Zemmour qu'elle est de papa. Voilà. Ça, ce serait les complotistes, hein. Alors non, jamais de la vie. Attention. Donc bref, tout ça pour dire que de manière un petit peu tardive, alors que le dépôt définitif des listes vont arriver,
va arriver. On apprend que Sarah Knafo intègre la liste Reconquête dans un mouvement tout à fait surprenant. Pour la petite analyse quand même, avant de revenir sur cette séquence face à Benjamin Duhamel, cela bruisse, on a quelques échos, notamment dans Marianne du 25 avril 2024, des échos comme quoi il y aurait des tensions du comté de Reconquête. Peut-être que Marion Maréchal pourrait se tirer pour retourner du côté du RN, là où certains ne lui fermeraient pas la porte, même si certaines des personnes du RN qui verraient d'un bon oeil le retour de Marion Maréchal voudraient que ce soit à travers une espèce de parti satellite, que ça ne soit pas directement le RN. Donc tout est possible. Qui dit dédiabolisation et normalisation des partis d'extrême droite dit également retournement de veste, cagolerie, tromperie à tous les étages, ça fait partie du jeu. Donc affaire à suivre là-dessus, mais je trouve que politiquement, le catapultage là, de Sarah Knafo qui déboule alors qu'elle ne s'était jamais vraiment montrée est déjà très rapide, très surprenant et très intéressant parce qu'on a quand même l'impression que il y a un pari sur un autre cheval qui est en train de se faire, dans la mesure où vous allez voir Sarah Knafo, on ne va parler que d'elle, à mon avis, dans les jours à venir, et plus vraiment de Marion Maréchal, qui, on va y venir tout à l'heure, se sort difficilement de la polémique Jacques Mus, où elle a quand même estimé que 2 hommes ne pouvaient pas avoir d'enfants, ce à quoi on lui a dit ici. Donc on a un petit peu de mal, elle a un petit peu de mal à se sortir de la polémique. Et Sarah Knafo, je pense, va être présentée façon Rima Hassan, vous savez, sur la forme. Elle va un petit peu remplacer la tête de liste. C'est ce que Mélenchon fait avec Rima Hassan pour exiler un petit peu Manon Aubry des médias. Je pense qu'on aura la même chose avec Sarah Knafo et Marion Maréchal. Donc, pour revenir à la séquence avec Benjamin Duhamel, ce que je trouve extrêmement intéressant, au-delà de la bonne vanne, parce qu'elle a osé dire la réalité à un journaliste, quand même dingue, comme quoi, effectivement, lui aussi était souvent présenté comme un fils d'eux, comme un machin, ce qui est vrai. Et ce qui est très intéressant dans la séquence de Sarah Knafo, et j'en appelle aux supporters d'Éric Zemmour qui sont dans le Juste Bistrot, parce que c'est la chance que l'on a des supporters de tout le monde. Honnêtement, il n'y a pas un truc qui vous a choqué, les copains, sur le fait que, ok, elle lui met un petit retour de bâton dans le museau en disant oui, mais vous aussi vous êtes présenté comme ça, mais à aucun moment elle ne contredit sa question. À aucun moment elle lui dit non, c'est pas vrai. Elle explique bien d'ailleurs même que on mène le combat. C'est ce qu'elle dit à l'enfin. Le combat pour leurs idées. Hein. Je vous remets la séquence pour qu'on soit bien raccord. Merde. Qu'un président d'une formation politique désigne sur une liste pour les européennes sa compagne. La question, elle est sans aucune polémique, Sarah Knafo. Alors je vais vous dire, moi je ne prends pas la vie politique comme un job. Ce qu'on fait, c'est pas un métier. Moi, je cesse pas d'être une patriote française à 18h et les jours fériés. Donc ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie. Voilà. Donc elle assume clairement. Elle assume clairement. Merci à Nesplis2 qui vient de sub 14e mois. Elle assume complètement le fait qu'effectivement, il y a cette notion de couple, qu'ils avancent en couple et qu'elle est là parce qu'elle est en couple avec Éric Zemmour. C'est pas du tout méprisant parce que c'est une femme ou quoi, on s'en fout. Hein. Si ça avait été l'inverse, ça aurait été pareil. Hein. Le mari de Pécresse, on en parlait parce que Pécresse faisait la campagne présidentielle, ce qui avait permis d'ailleurs d'exhumer une jolie affaire concernant General Electric, mais c'est un autre sujet. Mais donc, elle l'assume clairement, en fait. Ce couple est en train de monter à la tête de Reconquête. Et après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein. Mais je trouve ça très intéressant que beaucoup de gens aient mis en avant la séquence en disant « Oh, regardez ce qu'elle a mis dans la gueule du journaliste », alors qu'en vérité, elle assume juste qu'on est une fois de plus dans l'entre-soi politicien que l'on reproche à bien d'autres partis. Donc, juste pour ce petit point, les amis, concernant la séquence Knafo, n'hésitez pas, les amis, à réagir, hein, ce que vous en pensez, à dire ce que vous en pensez dans le chat. Vous pouvez venir aussi sur le Discord de Juste Milieu. On va refaire ça très souvent, parce que j'aime beaucoup qu'on papote, s'il y a des supporters de Zemmour qui ne sont pas d'accord, ou des pas supporters de Zemmour qui ne sont pas plus d'accord, n'hésitez pas. Les copains, je prends les messages, il y a les astuces de Claudia qui dit « Ce qui me choque, c'est qu'elle dise que ce qu'elle fait n'est pas un métier, donc pourquoi elle touche de l'argent ?» Alors, en l'occurrence, je crois que Sarah Knafo n'a pas de poste clair par rapport à la politique. Elle n'est pas députée ou quoi que ce soit et tout, donc si elle touche de l'argent par rapport à ça, à ma connaissance en tout cas, c'est via le parti. Hein. Via le parti. 20K91 qui dit « C'est pas la première fois que les couples agissent en politique. » C'est vrai, hein, effectivement, j'ai vu quelqu'un, voilà, Marcel Zero qui parle du couple Hollande-Royal. On est d'accord, mais Hollande-Royal était déjà en poste, connu, avant d'être ensemble et d'être présenté comme étant ensemble. Sarah Knafo, elle est catapultée.
d'aucuns diraient qu'il y a une forme d'arrivisme parce qu'effectivement, elle a toujours un petit peu tourné dans ces milieux de droite et d'extrême droite pour aujourd'hui choisir le vaisseau Reconquête. Mais il y a quand même des rumeurs dans le tout Paris qui bruissent, qui sont assez intéressantes. Merci à Sancho11 qui vient de sub, 10e mois, merci beaucoup. Snimnard qui dit Duhamel, par contre, il a dû griller la politesse à un paquet de journalistes pour se retrouver intervieweur star aussi vite. Ah, ça c'est vrai, je suis bien d'accord. Victor Macno qui dit et ça gêne qui concernant quoi, camarade le quoi, CNAFO, le fait de faire de la politique en couple, dis-moi juste. Gaëtan Seguin 38 qui dit Attal séjourné, ça c'est vrai. Corbière Garrido, oui, non, mais qu'on soit bien d'accord, hein, je pointe du doigt tout le monde. Hein. C'est juste qu'il est intéressant de voir que même si c'est chez Zemmour, on reste dans l'entre-soi, on reste dans tout ça. Et peut-être que les supporters de Zemmour, les moins juste milieu, on va dire, ont du mal à pointer du doigt cette réalité-là, qui est juste que la duplication en fait des élites, parce que Sarah Knafo coche toutes les cases de ce qu'on reproche à Emmanuel Macron. C'est Sciences Po, c'est l'ENA, c'est la fonction publique Cour des comptes qu'elle a intégrée avant de devoir quitter par rapport à Reconquête pour des histoires de déontologie. C'est le fait d'être en politique parce que son mari y est. Enfin, on est vraiment dans tout ce qui est reproché à la galaxie Macron. Et je trouve ça très intéressant. Pas plus qu'au RN. Moi, je préfère tout de suite couper court à tous les débats. Il y en a dans plein de partis, mais au RN, c'est pareil. Hein. La fille d'eux, avec le Bardella qui est sorti avec la fille de je sais plus quel député européen. Enfin, c'est Dallas. Hein. C'est Dallas de partout, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve ça très intéressant, en fait, que ça ne soit pour l'instant pas vraiment pointé du doigt et que la trajectoire, la trajectoire de Reconquête est la trajectoire d'En Marche. Je sais que certains vont être grognons, je sais que ça va pas vous plaire, mais regardez hein, ce qu'on peut lire encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, dans la lettre d'info politique chez Paul, que j'aime plutôt bien hein, sur Libération, qui est un des rares trucs intéressants, qui sont un peu toutes les indiscrétions liées au monde politique. Et on peut lire ça aujourd'hui. Hein. Un ministre assume totalement cette stratégie auprès de chez Paul. Face au RN, on essaie de faire monter Marion Maréchal, on la considère, on fait des débats avec elle. Une référence à la joute organisée entre Ailleurs et la tête de liste Reconquête sur CNews. Donc, il y a ce que je vous avais déjà dit, hein, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est ce qui est chouette, c'est que la trajectoire de Reconquête est la même qu'En Marche, c'est-à-dire un parti coquille articulé autour d'un seul bonhomme. Alors, la petite différence, c'est que maintenant, Marion Maréchal a rejoint le navire. Donc, on a quand même deux têtes de proue, on va dire. Mais au départ, c'est Reconquête, adossé à la fortune d'un milliardaire, à savoir Vincent Bolloré et l'Empire CNews. Donc, on a une mise à disposition de moyens médiatiques, exactement ce qu'on avait reproché à Macron, même si Macron, c'était dans des proportions bien plus importantes, qu'on soit bien d'accord. Mais on a un Éric Zemmour qui, certes, fait des millions de ventes de livres depuis des milliards, même peut-être, depuis des décennies, donc qui est déjà connu dans le grand public, par le grand public, mais qui déboule avec le soutien d'un milliardaire. Donc c'est la mise à disposition de moyens financiers, de moyens médiatiques, de moyens économiques, et on a cette éternelle question de savoir quel est le résultat premier tour, regardez, premier tour 2022, si Zemmour n'est pas là. Alors c'est une projection un peu débile, qu'on soit bien d'accord, mais rappelez-vous les amis, hein, Emmanuel Macron fait 27,84, Marine Le Pen 23,15, Zemmour 7,07. Donc, dans un monde, le calcul est con, parce que la répartition des voix aurait été différente, évidemment, mais admettons que Marine Le Pen récupère ne serait-ce que 6%, par exemple, des votes d'Éric Zemmour, ça passe pour elle. Ça passe pour elle. Et donc, si vous avez une Marine Le Pen au premier tour, on ne revit pas la même chose qu'en 2022, qu'en 2002, avec la surprise extraordinaire de, rendez-vous compte, le choc du FN au premier tour, enfin au deuxième tour, pour la première fois. Ce choc qui frappe l'opinion publique, où les gens disent « Putain, il faut absolument faire barrage », quand bien même, au premier tour, on n'en avait rien à cirer. Là, en 2022, il n'y aurait absolument pas eu de surprise. Donc, les gens auraient pu se dire « Bon, bah ça y est, c'est la normalisation définitive du RN. Bon, bah maintenant, on y va, quoi, c'est bon. » Et de fait, il n'est pas certain que le deuxième tour eût été, le même, ça colle, le même résultat. Donc je trouve ça très intéressant. On peut même imaginer d'ailleurs, un report sur Mélenchon, l'entièreté des voix Zemmour sur Mélenchon ça aurait été curieux, mais puis rendez-vous compte, si tout s'était reporté sur Anne Hidalgo, elle aurait fait mieux que Jean Lassalle, quand même dingue. Donc il y a Edo366 qui dit pas d'accord du tout avec cette analyse. N'hésite pas camarade, n'hésite pas à me dire pourquoi ou à venir sur le Discord, on le redit, dans le salon
salon vocal général. Si je l'ai à l'œil, si je vois des gens, je le mets tout de suite en papote, avec plaisir. Bibi7844 qui dit d'un autre côté, sans Zemmour, Marine Le Pen aurait été vue encore plus à l'extrême droite. Je suis de moins en moins certain. En 2022, peut-être un peu, mais aujourd'hui, je suis vraiment pas certain. Vraiment, vraiment pas certain. Anarchy08 qui dit élection dans laquelle Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron, faut le rappeler. J'aime bien. Donc ouais, non, je trouve que ce qui se passe du côté de Reconquête est très intéressant, qui est vraiment très intéressant. Et affaire à suivre, hein, parce qu'on parle des européennes, mais aujourd'hui se mettent en place les pièces du puzzle de 2027, les copains. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment chouette d'observer tout ça. Concernant Reconquête, affaire à suivre, les amis. Merci, c'est magnifique. Astelf5 qui dit merci Rémi, tu permets une liberté d'expression contrairement à beaucoup. Merci à toi camarade, avec plaisir. Je le redis, hein, n'hésitez pas à venir dans le salon vocal général sur le Discord de Juste Milieu. C'est que du plaisir, on va le remettre plein gaz, voilà, pour papoter tous ensemble. Parce que j'aime bien, j'aime la vie, j'aime la démocratie, j'aime les pattes. Voilà. Et au Boroboxif qui nous dit si Marine est d'extrême droite, moi je suis communiste. Eh ben tu crois pas si bien dire. Je vais vous divulgacher un truc que j'ai noté pour la farce tranquille. Mais on a vu Bruno Le Maire en détente absolue, Bruno Le Maire, qui nous a dit n'importe quoi sur LCI hier. Et justement, à un moment donné, il t'explique que en fait, Marine Le Pen, elle est communiste. J'ai eu du mal à y croire. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. A-t-on besoin des migrants? Je ne vais pas citer mes sources, je respecte le secret du off, mais enfin, un de vos collègues ministres me disait, voilà, la France, l'économie française aura besoin d'1 million de jeunes travaillants, de jeunes migrants. Ils ne vont pas venir de la planète Mars. Est-ce que c'est vrai? Le débat peut se poser pour l'avenir, mais je vais essayer de m'occuper du moment présent. Dans le moment présent, on a encore plus de 7% de taux de chômage. On a des centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus. Quand vous allez dans un hôtel, dans un restaurant, dans le bâtiment, on cherche des emplois qui ne sont pas pourvus. Je considère que la première responsabilité, c'est d'aller former, qualifier toutes celles et tous ceux qui pourraient travailler dans ces secteurs-là pour qu'ils y travaillent. Et qu'il y a une solution de facilité à dire, bon, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, on va faire venir des gens de l'étranger. Non, essayons d'abord de former les personnes qui sont sur notre sol à ces métiers qui sont disponibles et qui cherchent désespérément preneurs. Dans tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une manière de dire il n'y a pas à laisser ces sujets à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella? Mais aucun des sujets ne doit être laissé à telle ou telle opposition. Ils sont plus vocaux sur ces sujets que sur d'autres. Voilà. Oui, avec souvent des propositions qui sont très contradictoires. Ils nous accablent de reproches sur la dette, par exemple, mais leur programme est un programme de type communiste. Le programme de Marine Le Pen, je le dis à tous ceux que j'entends, parfois, vous savez, vous rencontrez des patrons qui trouvent drôle, sympathique, amusant de vous dire, dans le fond, Marine Le Pen, pourquoi pas? Je dis, mais attention, le programme économique de Marine Le Pen est un programme économique communiste, avec le retour à la retraite à 60 ans, qui coûterait des dizaines de milliards d'euros, avec la nationalisation des autoroutes. Est-ce que ça vous inquiète, cela? Vous citez de vous-même ces chefs d'entreprise. Là, je vous avoue que je n'ai pas compris. J'ai essayé de réfléchir, mais je n'ai pas compris. Marine Le Pen, communiste. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Alors, il y a Moedo 366 qui répond. On revient après sur la déclaration de Bruno Le Maire. Moedo 366 qui nous dit « Au premier tour, le parti de Macron a passé son temps à taper sur Zemmour, Pétain, de peur qu'il monte trop haut et se retrouve au deuxième tour en laissant tranquille Marine Le Pen. Après Zemmour s'est bien planté avec sa campagne et ses petites phrases et j'ai peur qu'il sabote aussi celle de Marion. » Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est intéressant, c'est le désaccord, c'est la vie, c'est la France qu'on aime, c'est la France qui gagne, c'est la France qui se lève tôt. Mais je crois que n'oublions pas une règle de marketing, parce que la vie politique en France est devenue du marketing. L'important n'est pas qu'on parle de vous en bien, l'important est qu'on parle de vous. Et je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, on a beau dire, on a beau faire, Zemmour, peut-être que oui, il s'est fait taper dessus. En attendant, il était invité, bien plus que d'autres candidats. Même si c'était pour le comparer à Pétain, et encore, bon, c'était pas tout le temps ça, faut pas déconner non plus. Puis bon, il l'a bien voulu aussi, hein, les deux débats avec Mélenchon étaient lamentables. Il s'aboyait dessus façon clébard, enfin, c'était absurde.
Donc, mais en attendant, il était là. En attendant, il était à la télé, il occupait le terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis de plus en plus persuadé, et j'espère me planter sincèrement, je suis de plus en plus persuadé que vous pouvez mettre n'importe quelle pompe à vélo, tant que ça passe à la télé, et que vous trompez l'opinion avec des sondages complètement bidonnés, où en 3 semaines, le mec passe de 0,2% à 10%. Genre Glucksmann, tu vois. Glucksmann, il y a un mois, la moitié des Français devaient se dire tiens, c'est une marque de suppositoire. Tu vois. Maintenant, on dit ah, tiens, c'est un candidat socialiste. Bon, bah, il y a encore des gens qui se disent c'est pareil. mais c'est vrai que je sais pas, je suis pas sûr. Le débat est grave intéressant, mais je suis vraiment pas certain. Suriman qui nous dit je te rappelle que la comparaison de Burno, c'est surtout que le RN est nationaliste et communiste. Wink wink, tu sais, comme le petit moustachu vénère. Wink wink. J'aime bien, je prends vos messages, hein, les amis. Il y a Bibi7844 qui répond à Edo366 qui dit le problème de Reconquête, c'est simplement qu'il n'arrivera jamais à parler à suffisamment de Français pour être élu. 90% de leur projet, c'est sur les musulmans et sur tout le reste, il n'a pas vraiment de réponse. La girafe 84 dit je suggère à Bruno le rigolo d'aller bosser une semaine en restauration hôtellerie. On en parle après, je suis bien d'accord. Stealth 5 qui dit bon Rémi, tu veux pas me répondre, tu dirais quoi d'un échange avec Clément Viktorovitch? Ben, évidemment, évidemment, enfin, je suis tout à fait partant. Après, je le connais pas, mais il faudrait que j'envoie le message, pourquoi pas, petite tentative, ça pourrait être tout à fait sympatoche. Donc ouais, pour revenir à ce que nous dit Bruno Le Maire, je vous divulgage la chose parce qu'on va en parler dans la farce tranquille de la semaine, enfin de ce mercredi. Mais c'est extraordinaire. Franchement, Bruno Le Maire est extraordinaire, qui nous explique que maintenant Marine Le Pen, c'est communiste. Donc vraiment, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que le RN est la dernière digue, le dernier épouvantail qui est agité à longueur d'antenne pour faire peur aux gens et donc justifier du vote du progrès, du camp de la raison, hein, comme Clément Beaune avait nommé le parti de Macron en 2022, tant que les gens ne comprennent pas que cette espèce de chantage à l'extrême droite, au fascisme, au communisme, à tout ce que tu veux, que ce chantage à l'extrême, dans tous les sens du terme, est la dernière digue qui pousse les gens à voter pour le camp du progrès, entre gros guillemets, ceux qui ne comprennent pas, à mon avis, commencent à le faire exprès, quoi. C'est-à-dire qu'on vous a dit depuis 20 ans, même plus, le FN, puis le RN, c'est l'extrême droite, c'est Hitler, c'est machin, c'est Pétain, c'est Vichy. Ok. Ça marche pas, parce que les gens sont en train de voir, bon, vous êtes quand même bien sympa, mais on a l'impression de se faire prendre pour des jambons de Parme. Bon, bah maintenant, ouais, mais attends, Marine Le Pen. Non seulement c'est Hitler, mais en plus c'est Staline. En même temps, oui, oui. Tu sais, c'est vraiment le cocktail vodka, whisky, gin, eau de Javel. Il y a une touillette quand même, parce que voilà, c'est extraordinaire. Je veux dire, ces mécanismes où on agite la peur, si les gens ne comprennent pas, au bout d'un moment, là, je ne sais plus trop quoi faire pour vous, hein. Là, j'ai du mal. Donc, Marine Le Pen communiste, c'est la première nouvelle du jour. On enchaîne, les amis, on continue. On parle un petit peu politique, mais on peut continuer, bien évidemment. On a plein de choses à dire. Je suis en forme. Tu vois, j'étais fatigué ce matin. Jusqu'à 15h30, j'avais la flemme. Et là, ça y est, là, ça fait plaisir. Je réponds au chat, il y a Eric Levillain qui dit tu vas un peu vite, Rémi, il a juste dit que son programme était communiste. Ah bah, camarade Bruno Le Maire, faut le prendre au mot, hein. Il a dit on va mettre l'économie russe à genoux, hein. Donc soit on le prend au sérieux, soit on considère que définitivement c'est une pompe à vélo. J'ai ma petite idée, mais on est dans le juste bistrot, juste milieu, je suis obligé d'être carré, hein. Donc, généralement, quand tu as un programme de nature communiste, c'est que tu bosses pas à Wall Street sur le papier. En tout cas, de prime abord, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc non, je pense que Bruno Le Maire est très sérieux. Est très sérieux. Alors bon, ce qu'il explique, bien évidemment, c'est n'importe quoi. La renationalisation des autoroutes. Bon. Enfin, si tu veux, à la limite, là où je peux te rejoindre, si tu veux, sur le décalage entre le discours et la réalité, c'est qu'il y a effectivement le programme de Marine Le Pen, mais la réalité du terrain, on la connaît, la plupart des choses sont inapplicables. La renationalisation des autoroutes, avec quel argent? Tu vois, là, on a appris que le gouvernement voulait mettre du pognon sur Atos, hein, géant français, sur les activités souveraines d'Atos, les activités sensibles surtout. On a appris que le gouvernement voulait mettre du pognon. Déjà, quel pognon? Et puis, c'est quoi l'histoire? Le truc a été désossé, le truc a été massacré par Thierry Breton fut un temps, des histoires en veux-tu, en voilà, et l'État arrive au secours. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'est passé ça, c'était scandaleux. Donc non, je trouve ça, je trouve ça curieux, quoi.
Victor Macno qui dit vous êtes trop jeune, mais Georges Marchais était contre une immigration massive dans les années 70-80. Complètement d'accord, tu vois, même en étant jeune, je te remercie malgré mes 30 ans. J'ai fait une vidéo pour la boîte noire où on parle de ça, effectivement, quand la gauche était contre l'immigration. C'est le nom de la vidéo. Peut-être qu'on la balancera sur YouTube une fois, comme on fait d'habitude. Vous savez, nous, c'est le nerf de la guerre, hein, les adresses mail. C'est le seul moyen qu'on a de faire découvrir notre boulot. On a une newsletter, on envoie plein d'infos, plein de choses pour les gens. Et pour tout ce qui est concernant nos revues, concernant la boîte noire, on passe par là. On n'est pas en kiosque et tout. Là-dessus, vous savez, vous êtes au clair. Hein, donc, voilà. Peut-être qu'on balancera cette vidéo. Je l'aime plutôt bien. Effectivement, j'avais parlé de Georges Marchais et je trouvais ça cool. Licratise qui dit mais Rémi, tu te plains du monde du progrès et l'autre fois tu rappelais le devoir de tolérance avec le look des intervieweurs, cette tolérance qui est l'oriflamme olympique du progrès. Ouais, mais oui, je vois, tu fais écho quand j'avais mis l'interview de Johan Chapoutot. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais je suis pas objectif, ne l'oublions jamais, hein. Vous me prenez pour une divinité que je ne suis pas. Je n'ai qu'un seul pénis et non pas 8. Comme la divinité Gérald Darmanin. Non, mais c'est juste que je voulais vous montrer. La dernière fois, je vous montrais un extrait d'un truc qui me plaisait bien, que je trouvais grave intéressant. Et ça m'emmerdait d'avoir des commentaires dans le chat de « Ah, regarde la tête de machin ». C'est ça qui me faisait chier. Comme un élève, tu vois, comme un bon professeur qui voit ses élèves, il y en a 2 qui ricanent au fond de la salle. Bon, ben, j'ai envie de leur lancer une craie. Voilà. C'est ça le truc. Ma réaction venait de là. Après, effectivement, qu'on se fout de la gueule des uns des autres. Évidemment, pas de problème. Pas de problème. Il y a mon Massan 3466 qui dit bien écoute, moi je suis content car l'USAP est dans le top 6 et on ira battre le Stade Toulousain en Vélodrome en juin. C'est vrai que pour la petite parenthèse rugby, très grosse journée. Très grosse journée. Alors, Toulouse a roulé sur le Racing sans surprise, mais Perpignan qui a gagné, Clermont qui a battu le Stade Français, ça me plaît beaucoup parce que Toulouse n'est plus qu'à 2 points de la première place. Donc là, on est pas mal. Et dimanche, en plus c'est magnifique. Samedi, spectacle à Lausanne à 20h. Dimanche, dimanche, c'est Toulouse Harlequins en Coupe d'Europe. Et je pourrais voir le match, donc c'est magnifique. Ça, voilà, ça fait que du plaisir. Donc, les amis, on continue avec une autre petite séquence. Et après, on va arriver vers le gros sujet du jour, hein, sur la GPA, l'affaire Jacques Mus, Christophe Beaugrand. Le coup de gueule. On va pousser le coup de gueule, mais on va débattre, on va discuter comme d'habitude les copains. Une autre séquence qui m'a bien gonflé, on en parlait tout à l'heure, Léa Salamé. Dans quelle époque sur France 2, le 27 avril 2024, vous allez voir, c'est encore du miel. Attendez, bougez pas, je cherche juste quelque chose pendant que je vous diffuse ça. Voilà, regardez, paf. Alors après, chacun pense ce qu'il veut, tout machin, on peut pas tomber là-dedans. Mais tu vois, je voulais vous la montrer cette séquence parce que en fait, moi je suis d'accord avec Léa Salamé. Si, je suis d'accord parce que n'oubliez pas, et je crois que certains l'ont oublié un petit peu vite, que Léa Salamé, tous les jours, elle rentre chez elle, il y a Raphaël Glucksmann. Alors, si tu ne te finis pas à l'eau de Javel, évidemment, tu es obligé de t'enfoncer une demi-bouteille de whisky à minima, pour oublier. Parce que sinon, ton quotidien, tu te lèves Glucksmann, tu te couches Glucksmann, ça va. Hein. Non, n'oubliez pas non plus ça, les amis. Je sais que c'est surprenant, mais c'est la vie. Voilà, moi, je trouve effectivement sa réaction est ridicule. On est à 2 doigts d'une énorme vanne d'ailleurs d'Artus parce que le coup de la coke, et sachant que c'était un taulier de l'humour, avec le sens qu'il a, il aurait pu mettre des missiles sur les histoires de cocaïne. Je l'ai trouvé un peu sage sur le coup, mais effectivement, ça en dit long. Et puis tout le monde de Chavannes qui est là, ah ouais, la coke. Tu sens qu'effectivement, c'est un délire. Mais par contre, moi, je suis d'accord avec Salami. Là, moi, là, tu vois, je vais quitter le boulot. Bon, je rentre chez moi. J'arrive, je passe devant la COP en Suisse. Bon, c'est Carrefour, si tu veux. Je me dis, ah putain, il y a Glucksmann qui m'attend. Bon, je vais chez le marchand, je suis Amy Winehouse. Hein. C'est ça. Hein. Non, mais je veux dire, je fume mon chat, je fume des portes, je sais pas ce que je fais. Mais non, je peux comprendre sa réaction. La réaction de connasse, s'il en est. Mais non, là, alors ça, c'est gratuit, tu vois. J'illustre ce qu'il ne faut pas faire. Des attaques ad hominem, qui plus est vulgaires. Tu vois, en fait, j'ai maîtrisé ce que je viens de faire. Je voulais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Surtout pas d'insultes. Cette dame sort avec Glucksmann. C'est déjà beaucoup. Donc, voilà. Non, mais parce que j'ai l'impression que là, bon,
Non, attention. Faites très attention à ne pas tomber comme ça dans les attaques personnelles et tout, hein. J'ai beaucoup d'empathie pour elle. J'aimerais faire une cagnotte d'ailleurs, le Gluscaton, où on peut envoyer des dons pour Léa Salamé, qui a déjà quand même euh, le fait d'être Léa Salamé, ce qui ne doit pas être évident non plus. Mais bref, les amis, on continue les copains. Ça, il y a Marie qui dit « Et demain, on ne comprendra pas que Léa Salamé est bloquée juste au milieu sur Twitter. » Alors ça, c'est vrai que c'est pas impossible, mais bon, j'espère qu'elle a autre chose à foutre en vérité. Mais voilà un petit peu les copains. Alors, on y va. On va y aller sur la séquence du jour, les copains. Je voulais absolument vous en parler et vous allez vite comprendre le contexte. Ah ouais, on part sur un instant grognon. Parce que vraiment, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé ce week-end, cette histoire. En plus, c'est un peu dans le cadre des lectures que je peux avoir en ce moment. Alors pour le coup, je ne vais pas vous parler du livre Transmania, là, qui fait beaucoup parler d'Ora Muto et Marguerite Stern, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait beaucoup parler, donc j'ai pas encore lu, donc je ne veux pas m'exprimer sur ce bouquin, si ce n'est réagir à la polémique. Mais bon, ça, vous n'avez pas besoin de moi. Faudra que je le lise, un de ces quatre, je vous tiens au courant. Et je voulais vous parler de la question de la GPA, gestation pour autrui, avec le cas Christophe Beaugrand. Alors, tout commence avec l'affaire Jacques Mus. Alors, déjà, je ne savais pas qui c'est jusqu'à ce qu'on m'explique que si, en fait, c'est le mec que Malik Bentala avait parodié. Ah, d'accord. Espèce de créateur de mode. Hein, comme disait Oscar Wilde, la mode est une chose tellement atroce qu'il faut en changer tous les 6 mois. Elle est un peu trahie, la phrase, mais je crois que c'est un peu l'idée. Merci à Marvin TV qui vient de se prendre 2e mois. Merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume l'affaire. Après, on va y aller morceau par morceau et je vous proposerai quelques petits éléments d'analyse, en tout cas tels que je peux vous la proposer. Après, vous démerdez, comme on dit. Et on commence avec, voilà, pour se détendre un petit peu, quelqu'un qui va nous résumer l'affaire, c'est Jean-Michel Apathy. Voilà, allez, je veux pas de remarques, c'est Jean-Michel, Voilà, donc petite interruption dans vos programmes, parce que c'est vrai que faut être rigoureux. Dans ce qu'on va dire aujourd'hui, faut être rigoureux, parce que je veux pas, je vous le dis de prime abord, je veux pas tomber dans les arguments à la con. Enfin, non, ce sont pas des arguments à la con de dire... ça se fait pas, ou c'est machin, c'est bidule. Ou dire c'est pas la normalité, c'est pas la machin. Chacun pense ce qu'il veut, on peut dire ça si on veut, hein, je suis pas contre. Hein. Mais juste de prendre les arguments qui sont donnés point par point pour comprendre à quel point toutes ces polémiques reflètent bien plus que la vie des bouches qui les énoncent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un contexte de société, sur une volonté de modification de la société et donc de modification des mots et des idées. Jean-Michel Apathy, il faut être très attentif à ce qu'il dit parce que c'est vraiment brillant de fumisterie. Ce que propose Jean-Michel Apathy, c'est qu'il vous dit son histoire de tiroir, donc Marion Maréchal, donc il le dit contre la GPA. Et ensuite, écoutez bien ce qu'il dit sur ce point-là. C'est très important. Il pose encore ce que dit Jean-Michel Apathy est brillant. Et brillant de propagande et brillant de clarté sur la manière avec laquelle on tord des cerveaux. Je vais faire un pont, pas de panique, vous allez voir à un moment donné, je vais faire un pont entre deux sujets sociaux très importants, presque pas civilisationnels, mais de sujets très importants. Et vous allez voir, c'est exactement ce que je vous avais dit concernant un autre sujet il y a quelques semaines. Mais ce que démontre Jean-Michel Apathy, c'est vraiment l'un des ressorts de propagande les plus basiques. Vous médiatisez un sujet et vous faites croire que ce sujet concerne beaucoup de gens. Et donc, celui qui regarde ça en se disant « Ah non, c'est pas possible », vous l'isolez, vous le marginalisez. Donc, dans une grande majorité, vous allez imposer ce choix et ceux qui ne veulent pas être en marge, sans mauvais jeu de mots, vont s'y plier. C'était le même ressort en temps de Covid. Quand vous dites, oui, mais si, la majorité des gens portent le masque, la majorité respecte le confinement, la majorité, la part, si vous voulez, de gens qui ne respectent pas, disons, le confinement, mais qui ne veulent pas sortir des clous, qui ne veulent pas être considérés comme des méchants citoyens, vont s'y plier. Alors qu'au départ, peut-être que les propos sont fallacieux, en tout cas, les propos ne reposent sur rien. Écoutez quand même l'argument de justification de Jean-Michel Apathy. Vous expliquer que sur le Covid, il fallait être à la virgule, parce que la précision des chiffres. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Et là, on passe de cette rigueur-là demandée dans une fenêtre spéciale, fenêtre sanitaire, à de multiples couples.
une fois de plus, ce qu'on peut dire en parenthèse, avant que je développe ce que je voulais vous dire, c'est que on en arrive toujours à ce point qui est terrible. On en a reparlé avec la mort récente de Robert Badinter. Pourquoi ces sujets-là, qui, de fait, semblent concerner tout le monde? Parce que, pour la petite parenthèse, la GPA n'est pas une question qui concerne seulement les couples homosexuels. Rappelons qu'un couple hétérosexuel peut avoir recours à la GPA. À l'étranger, certes, parce que c'est tellement normal et la société est tellement mûre que c'est interdit en France. Et que le président lui-même a dit qu'il ne le ferait jamais pour des questions de dignité. On aimerait donc savoir où est cette dignité, alors que tous les journalistes, enfin beaucoup de journalistes, pardon, dont Jean-Michel Apathy, réclament la mise en place d'une proposition politique, donc indigne, de fait, d'après le président lui-même. Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'observer que déjà, on tord le débat. Donc tout à l'heure, c'est ce que Jean-Michel Apathy nous disait, quand il explique que la question, c'est d'élever un enfant. Or, la GPA, c'est la question de la procréation. C'est quand même la gestation, c'est quand même dedans. Donc c'est con parce qu'il s'est planté là-dessus. C'est con parce que c'est écrit dessus. Une fois que la GPA est passée, la GPA en tant qu'acte ne concerne absolument pas le fait d'élever un enfant. Absolument pas. C'est la gestation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, on tord le débat en faisant croire que c'est un sujet qui concerne les homosexuels exclusivement. Et que donc, si vous vous y opposez, d'une certaine manière, vous vous opposez aux homosexuels. C'est absurde. C'est vraiment absurde et d'une malhonnêteté crasse. Parce que font les couples homosexuels ou les homosexuels qui sont contre la GPA? Dans quelle case se trouvent-ils? Donc, on a ça, et on a le troisième ressort ultime, que l'on pourrait s'amuser d'ailleurs à retrouver à travers les périodes et les époques, qui est la société est mûre. Sur la base de rien, évidemment. Avec Jean-Michel Apathy, effectivement, quand vous allez chez un charcutier, vous ne vous étonnez pas de trouver des tripes. Donc là, voilà. La société est mûre, par on ne sait quelle magie. La société est mûre, tout comme la société était mûre pour la fin de la peine de mort, tout comme, et c'est le pont que je voulais faire, la société est mûre pour l'euthanasie. On ne sait pas. C'est comme ça. La société est mûre par ces mêmes journalistes, ces mêmes politiciens qui nous inondent de sondages pour prouver à quel point ils sont aimés, appréciés, que les intentions de vote sont en leur faveur. Là, on n'a pas. Là, on n'a pas de sondage et on n'a pas non plus de référendum. C'est quand même extraordinaire que sur ces sujets sociétaux qui concernent par définition tout le monde, et l'euthanasie peut-être plus que de raison, il n'y a pas de référendum. Tout est tellement mûr, tout est tellement évident que l'on ne demande même pas l'avis des gens. Or, quand il s'agit d'un plébiscite, qu'il faut faire sur tel ou tel sujet, qu'il faut faire pour montrer à quel point on aime les présidents ou je sais pas quoi, ou des référendums bidons pour montrer qu'effectivement sur certains sujets, il peut y avoir des gens qui vont dans le même sens, là il n'y en a pas. Là il n'y a jamais ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Toujours le même ressort. Toujours la même chose. On trompe les gens, on tord les sujets, on tord les réalités avec de multiples couples. Voilà la statistique que nous avons. Et en plus, on fait tout ça dans le dos des gens, très clairement. On confisque la parole des citoyens français, des 67 millions. Et peut-être qu'un référendum donnerait exactement le même résultat, qu'on soit bien d'accord, évidemment. J'en sais rien, c'est tout l'intérêt du référendum. Et là, on n'a rien. Alors on continue et on finit avec Jean-Michel Apathy. On a une autre inversion qui est très intéressante et qui est, on arrive un petit peu dans le domaine des idées, les amis, parce qu'on est en plein dedans et c'est que le début de la séquence. C'est que on est vraiment dans la logique de progrès, mais de manière chimiquement pure. C'est que à partir du moment où le progrès existe en tant que notion, rien ne peut l'arrêter. Le progrès se justifie lui-même, si vous voulez. S'autoproduit lui-même, se justifie lui-même. C'est-à-dire que pour justifier la GPA, on utilise l'IVG. Parce que d'ailleurs, un tout petit peu opposé, mais bon, c'est un autre débat. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu l'IVG, qui venait mettre fin aux situations effectivement terribles, je suis complètement d'accord avec Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, aux situations terribles où des femmes devaient avorter dans des endroits sordides, avec des aiguilles à tricoter, tout ce que l'on sait. L'IVG qui arrivait à point nommé, même s'il y avait des débats dans la société là déjà, qu'il n'y avait pas de référendum non plus, mais parce qu'il y a eu les situations qui ont précédé l'IVG, parce que l'IVG est venu mettre fin à ça, finalement la GPA c'est la même chose. Et donc, on fait, si vous voulez, une espèce d'accélération où le progrès justifie le progrès et rien ne peut arrêter sa marche parce que sinon, on arrête tout ce qu'il y a eu avant.
Si vous dites non à la GPA, c'est que quelque part, vous dites non à l'IVG. Et si vous dites non à l'euthanasie, c'est que quelque part, vous dites non aussi à l'IVG. On peut vous sortir n'importe quoi, finalement. Même des choses qui n'ont absolument absolument pas de sens. C'est-à-dire que, comment dire, absolument pas de lien entre elles. Quand vous justifiez le fait d'autoriser la GPA parce qu'on a autorisé l'IVG, quel est le rapport? Et donc, aujourd'hui, peut-être que vous allez voir dans les médias, on aura la justification de la GPA par l'autorisation du mariage gay. On aura peut-être la même chose. Parce que le progrès se justifie lui-même en tant que notion. C'est-à-dire que c'est bien parce que c'est le progrès. Et donc, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que forcément, celui qui arrive, qui dit bah écoutez, l'IVG, j'étais pour, le mariage gay, le Pax, j'étais pour, le mariage gay, j'étais pour. Par contre, là, non. Ah ben là, on va dire attendez, vous êtes réactionnaire. Qui a envie d'être dans l'équipe des réactionnaires, qui est quand même l'équipe la moins enviable actuellement. Donc, de fait, ça va être ça à chaque fois. Mais je ne parle même pas des sujets, les amis, qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne suis pas là pour créer le débat, de vous dire c'est bien, c'est pas bien. Soyez pour, soyez contre. On n'est pas dans ce genre de jugement. Juste sur la forme, comment un pouvoir établi justifie l'inarrêtable marche du progrès. Rien ne peut l'arrêter. Parce que ceux qui veulent l'arrêter deviennent réactionnaires. Et ceux qui veulent l'arrêter, par ricochet, veulent arrêter tout ce qu'il y a eu avant. Si vous êtes contre la GPA, vous êtes contre l'IVG. Peut-être même contre la notion d'humanité dans la Bible, finalement. Donc, c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Et Jean-Michel Apathy nous offre une réaction qui est parfaite. Et d'ailleurs, il est tellement sûr de lui, on le redit parce que c'est très important, qu'il justifie avec des grandes envolées la société est mûre. Mais pour la petite parenthèse, et j'ai vu quelqu'un le dire dans le chat, et effectivement, on est toujours sur des questions de forme. Hein, je ne compare pas les projets de loi. Mais la société semblait mûre contre la réforme des retraites. Elle est passée. Donc visiblement, ce genre de jugement au doigt mouillé, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. On finit la séquence avec Apathy et on enchaîne. Voilà. Et Jean-Michel Apathy qui pointe du doigt l'intelligence des gens, c'est extraordinaire. Alors là encore, il nous fait la séquence à lui tout seul, mais on n'a même pas parlé encore de Christophe Beaugrand. Il nous fait la séquence à lui tout seul parce que là encore, on a quelque chose d'extraordinaire. Jean-Michel Apathy, donc il fait le lien, c'est quand même extraordinaire, hein, je le sous-entendais, il le fait lui-même, le lien entre autorisation de la GPA, autorisation de l'euthanasie. C'est donner la vie, donner la mort, c'est exactement la même chose. Donc, très bien, très intéressant. On a là encore un élément qui est central sur ces lois dites de progrès, ces lois civilisationnelles est trop fort, mais sociétales à minima, où vous avez une forme de jurisprudence induite. Et c'est ce que nous dit Apathy, c'est extraordinaire. Des gens le font ailleurs, donc on doit le faire chez nous. Des gens ont eu recours à la GPA à l'étranger, donc on doit légaliser. Car si ça se fait ailleurs, c'est que ça doit se faire chez nous. Et donc vous avez cette espèce de jurisprudence, mais rendez-vous compte de ce à quoi ça va mener, de manière quasi certaine, parce que la machinerie de propagande médiatique va se mettre en place. Pas vraiment d'inquiétude sur le fait que tout ça se mette en place. Et je le redis, c'est très important parce que je ne veux pas avoir de commentaires ou de trucs. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, ce serait dommage parce que c'est vraiment pas le sens du propos. Je prends des situations et je les compare sur la forme, pas sur le fond. Vous avez bien compris que quand je parle de la GPA, je parle de la GPA. Quand je parle de l'euthanasie, je parle de l'euthanasie. C'est pas la même chose. Hein. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord actuellement là-dessus. Mais ce qui est très intéressant à observer sur cette espèce de jurisprudence induite, c'est que ça va nous mener à l'euthanasie des jeunes. Et on ne va pas comprendre ce qui se passe. Parce que, donc déjà, l'euthanasie, l'accompagnement, fin de vie, projet de fraternité, ça, ce sont des mots. Ce sont des mots dans une démarche parfaitement orwellienne. Emmanuel Macron va légaliser l'euthanasie. D'accord ? Où on commence à dire que, oui, mais attendez, ça va concerner les plus anciens, dans des contextes très encadrés, très machin, très bidule. Ok, très bien. Mais si on prend l'argument de Jean-Michel Apathy, qui est un argument qu'on retrouve très souvent, qui est la justification même des lois progressistes, qui est de dire ça se fait ailleurs. Et si ça se fait ailleurs, dans des pays copains, évidemment, ce qui se fait en Afghanistan, on a rarement l'intention de l'importer chez nous. Et encore que, d'ailleurs. Mais là, quand on va voir que, par exemple, au Canada ou en Belgique, là où la question de l'euthanasie est bien plus avancée, on a des jeunes de moins de 30 ans qui y ont recours. La loi Macron, telle qu'elle a été énoncée, doit être votée et compagnie, on sait comment ça se passe, explique que, attention, il va falloir des conditions médicales bien précises sur la souffrance liée à une maladie, machin bidule. On sait que dans des pays qui ont légalisé l'euthanasie, on a parfois
des euthanasies qui se font pour des raisons matérielles. Il y avait des journaux, il y avait des articles de journaux, hein, c'était... je vous avais lu il y a 10-15 jours, c'était dans La Croix, j'avais lu ça. Alors La Croix, effectivement, est un petit peu biaisé par le positionnement religieux, évidemment, mais je vous avais parlé de ça aussi, on l'avait lu dans Libération, sauf erreur, il y avait une tribune là-dessus, je vous renvoie vers une émission d'il y a 10-15 jours. Et donc, l'argument de ça se fait ailleurs, ça doit se faire chez nous, est une jurisprudence induite qui, comme le progrès, n'appelle pas à la contradiction, n'appelle pas au recul, parce que, projetons-nous, l'euthanasie va être légalisée en France. On va dire non, mais c'est plus de 60 ans, contexte médical très important et tout. Vous allez avoir quelqu'un de 21 ans qui va arriver dans une clinique, qui va se présenter, qui va dire écoutez, moi je veux en finir, j'en ai marre, voilà, j'aime plus la vie, je suis en dépression sévère. On va pratiquer l'euthanasie. Et donc, il va y avoir un débat médiatique, évidemment, où on va caricaturer les camps. Hein. Il y aura d'un côté la gauche progressiste, de l'autre côté les héritiers du mariage de la famille pour tous. Enfin, bref, médiatiquement, les camps seront caricaturés, comme d'habitude. Mais ce qui va en résulter, c'est que à chaque fois, le même ressort va se mettre en place de dire « Ah oui, mais comment peut-on aller contre la volonté individuelle ?» Et en plus, ça se fait ailleurs. Et donc, il va y avoir une jurisprudence induite qui ne sera pas prévue dans le texte, mais c'est tout le problème de ces lois sociétales, de ces lois vraiment très importantes qui touchent à l'existence même de l'individu. La naissance, la mort, on parle de ça depuis tout à l'heure. Pour le coup, que l'on parle de l'IVG, de l'euthanasie, de la GPA, on parle de la vie de l'individu. On touche à la valeur maîtresse, dans laquelle il n'y a pas d'individu. Vous ne m'avez pas attendu pour ça. Donc, on touche à ça. L'État se permet, si vous voulez, de venir réguler le début et la fin du film. Donc à partir de là, quand en plus vous ne demandez pas l'avis d'un peuple, vous êtes obligé de vous soumettre à la décision individuelle. Parce que des gens le font. Attali nous le dit, là, il y a de nombreux couples qui scolarisent des enfants issus de GPA. Donc parce qu'un individu le fait, ça justifie toute une démarche qui doit faire en sorte que le réel se plie à ça, que le réel s'adapte, que la société s'adapte. Tout comme aujourd'hui, quelqu'un qui décide, en France on est peut-être un petit peu moins avancé qu'aux États-Unis, mais quelqu'un qui décide d'être une femme, d'être un homme, d'être je sais pas quoi, peut demander à toute la société de le reconnaître comme tel. Donc on est absolument là-dedans. Ces projets de loi n'entraînent pas de débat, en fait. Dans des pays dits progressistes qui veulent s'engager sur ces voies-là, il n'y a pas de débat. Et Jean-Michel Apathy, terriblement, hein, et je le regrette, mais a raison. Il a raison. Aujourd'hui, une loi se justifie parce que ça se fait. C'est tout. Ce qui est l'inverse, hein, la commande des Sonsi d'Orwell, parce que ça ne se fait pas. On est tombé finalement dans l'inverse. Orwell défend cette idée-là, la décence commune, qu'il y a une espèce de bon sens populaire qui fait qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des espèces de règles tacites qui régissent les communautés et que, non, il y a des choses qui ne se font pas. On ne vole pas la mobilette de son voisin, on ne va pas péter la gueule de la femme de son voisin sans aucune raison. Enfin, ça ne se fait pas, il n'y a pas besoin de loi, c'est comme ça. C'est une espèce de contrat tacite entre les citoyens. Là, aujourd'hui, on arrive finalement dans la même situation avec un renversement qui est parce que ça se fait. Le progrès, il faut aller vers toujours plus de progrès parce que ça se fait. Aux États-Unis, la GPA, ça existe. C'est les États-Unis, on est obligé de le faire. Ça se fait ailleurs. Donc, c'est exactement ce que nous dit Jean-Michel Apathy pour résumer cette affaire. Il y a vraiment des choses centrales dans tout ce que je voulais vous dire. Et le problème, c'est que le début. Parce que on est, là encore, on parle souvent de la logique de fenêtre d'Overton et compagnie. Le débat de la GPA est en train de s'imposer en France. Il y a une forme de normalisation de ce sujet-là, avec des arguments aussi puissants que parce que ça se fait. Donc voilà, tout ce que je viens de vous expliquer. Ou au fond, on est en train de tordre le réel volontairement. C'est-à-dire qu'on nous explique que refuser la GPA, c'est homophobe. Que je le redis, mais c'est vraiment très important. Depuis quand la GPA est l'apanage des couples homosexuels ? Depuis quand ? On nous explique que la GPA, c'est scandaleux de s'y opposer parce que ça tendrait à dire que les couples homosexuels ne sont pas capables d'élever des enfants. Qui a dit ça ? Donc, on continue parce qu'on a eu un nouvel épisode avec Christophe Beaugrand, justement, qui, avec son mari, a eu recours à la GPA aux États-Unis. Et chez Combini, dans une séquence sortie hier, on a eu des choses
passionnante. Je réponds, il y a Gizou dans le chat qui dit il n'y a pas qu'Apathy qui a un discours de propagande, un certain Rémi également. N'hésite pas à me dire pourquoi, camarade, avec plaisir, qu'on en papote, c'est le but. Je parle un petit peu longuement, mais après je prendrai toutes vos questions, les amis, qu'on développe un petit peu tout ça. Je vous mets la séquence de Christophe Beaugrand, donc, qui a eu recours avec son mari à la GPA aux États-Unis et qui a écrit un bouquin d'ailleurs là-dessus il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus, 2 ans je crois, et qui ouvre un volet encore plus intéressant, je trouve, parce qu'on a parlé du volet politique, du volet sociétal de la question de la GPA, et là Christophe Beaugrand va nous envoyer vers un autre domaine qui démontre toute la supercherie de ce qu'est devenu la gauche politiquement aujourd'hui. On lit parfois des trucs dégueulasses sur Internet, vous avez cliqué sur un bouton pour commander un bébé, comme Amazon ou ce genre de trucs. Non, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai eu envie d'être papa parce que j'avais rencontré la bonne personne. Et voilà. Christophe, lui, il voulait être papa de toute façon. Je pense que quand je me suis rendu compte que j'étais homo, très jeune, je pense à une dizaine d'années, je le savais, j'ai eu cette crainte de ne pas pouvoir fonder une famille. L'adoption en France pour un couple homosexuel est très compliquée. Donc très naturellement, on s'est dirigé vers la GPA. Et évidemment, avec son lot de questions sur la morale, l'éthique, on se les est posées bien en amont. Bien comprendre que la GPA n'est pas réservée qu'aux homosexuels. C'est vrai. Il faut savoir que dans le monde, la majorité des couples qui font appel à la GPA, ce sont des couples hétérosexuels. Exactement. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, hein, l'argument était déjà donné, hein, si vous voulez, par le mari de Christophe Beaugrand, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein, donc voilà, pour dire à quel point on est au clair là-dessus, c'est que même le disent. Alors on peut réagir à plein de choses, hein, effectivement, le côté j'ai envie, avoir envie comme ça d'avoir un enfant, comme une sorte de possession. On peut jouer sur les mots, effectivement, il y a des livres brillants, hein, qui l'ont fait, mais tout le lexique est vraiment intéressant. Tendez l'oreille parce que ce qui est dit est brillant, et c'est pas contre eux, hein, en tant qu'individu, on réagit à cette séquence, mais c'est pas en tant qu'individu, si vous voulez, je m'en fous de Christophe Beaugrand, tout à fait sympathique, hein, mais c'est pas le sujet. Mais juste ce qui est dit, l'intégration du logiciel qui justifie ça, c'est extraordinaire. Donc GPA, c'est gestation pour autrui. Et en fait, il y a deux femmes qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'un côté la donneuse d'ovocytes et de l'autre, une mère porteuse. Ça n'est pas la même personne. Ce qui fait que la personne qui va porter votre enfant, Whitney en l'occurrence pour nous, qui a porté notre petit garçon aux États-Unis, elle n'avait aucun lien génétique avec notre petit bébé. On comprend complètement qu'on puisse être contre la gestation pour autrui parce que évidemment ça peut choquer certaines personnes. Ça interpelle. Il y a certaines femmes qui doivent se dire moi je serais incapable de le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à tout un tas de clichés qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, notamment venant d'associations comme la Manif pour tous par exemple, ce n'est en aucun cas entre guillemets des riches occidentaux qui vont exploiter une femme dans la misère au bout du monde. Ça c'est pas vrai. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais nous, pour les couples homosexuels, les deux seuls pays où c'est possible de le faire dans un vrai cadre juridique et éthique, c'est les États-Unis et le Canada. Et en l'occurrence, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les femmes sont choisies sur leur niveau de revenu. Il faut qu'elles aient suffisamment d'argent pour que l'argent ne soit pas une motivation. On lit parfois des trucs dégueulasses sur Internet. On peut réagir à tout. Hein, on peut réagir à tout. Ce truc-là, honnêtement, me fait... Je sais pas quoi vous dire, je veux pas tomber dans des mots surannés pour rien, hein, mais je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Hein, non, la raison financière n'est pas le premier mobile. La preuve, on choisit les femmes en fonction de leurs revenus. Vous avez cliqué sur un bouton pour commander un bébé, comme Amazon ou ce genre de truc. Non, c'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Dans une GPA éthique, c'est l'humain qui est au GPA éthique. Prenez des notes. Centre de cette aventure, c'est-à-dire que la donneuse nous choisit, la mère porteuse nous choisit, et de toute façon c'est un feeling, c'est un match, rien ne se passe sans ça. L'argent finalement c'est une chose secondaire. L'argent après il faut l'avoir. Si on met tout bout à bout, regardez, le montage en plus c'est extraordinaire. Secondaire, l'argent après il faut l'avoir. Si on met tout bout à bout, c'est entre 100 et 150 000 euros. Donc c'est une somme très importante. Évidemment, on est totalement conscient d'être des privilégiés. Mais ce qu'il faut savoir, quand les gens dénoncent du business, par exemple, c'est que au final, la mère porteuse, elle touche de l'argent, mais une somme très faible par rapport à la somme totale dont il est question. Mais ça va. Donc en plus, ça fait ça pour rien. Ça va. Ouais, je veux pas le couper à chaque fois, mais c'est extraordinaire. Ce qui coûte le plus cher, ce sont les frais médicaux. Parce qu'aux États-Unis, pour le coup, ça c'est vrai, la santé c'est du business. On n'a à aucun moment
profiter entre guillemets d'une femme dans la faiblesse. C'est pas ça du tout. Ce sont vraiment des personnes qui ont envie de partager cette expérience-là. Et d'ailleurs, la preuve, on a gardé contact avec Bruna qui a donné ses ovocytes et avec Whitney qui a porté notre petit garçon. Avec Whitney notamment, on a vraiment gardé une relation très proche forcément parce qu'on a suivi toute la grossesse avec elle. Elle comme nous, on avait envie de créer une relation forte et surtout de garder un lien parce que ça me semblait important pour notre petit garçon qu'il puisse connaître son histoire. Ça a mis 2 ans entre la première prise de contact avec l'agence et après, oui, notre petit garçon est né le 9 novembre 2019. 2 ans, ça peut paraître long, mais pour une GPA, c'est une GPA assez rapide. Je me suis senti papa tout de suite et c'est vrai que c'est une émotion, je sais pas, indescriptible. Quand t'entends pour la première fois ton bébé qui crie, qui pleure. Il y a un prolongement de soi naturel, ce qu'on appellerait l'instinct, et en même temps, on rencontre cette petite personne. La question qui revient le plus, c'est qui le père? Je peux comprendre qu'on puisse avoir cette curiosité, mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'expliquer à quel point la partie génétique et la partie parentalité, c'est totalement décorrélé. Donc c'est pour ça que c'est une question à laquelle on répond pas, parce que c'est un projet parental qu'on a ensemble depuis le début. La deuxième question qui nous fatigue un petit peu, c'est est-ce que c'était pas trop dur pour Whitney de l'abandonner? C'est le mot abandon. Il n'y a pas eu d'abandon. C'est ça qui est assez compliqué à expliquer. C'était un don. Et pour elle, ce qui était important, et elle nous l'a souvent répété pendant sa grossesse, elle sera la plus heureuse au moment où notre enfant sera dans nos bras. Quand on entend effectivement ce qui nous agace beaucoup, c'est mais alors est-ce il aura toujours des contacts avec sa maman? C'est pas sa maman. C'est un enfant qui a 2 papas. Il a ses parents. Hein. Ses parents, ils sont là. Il n'y a jamais eu d'abandon de qui que ce soit. Il y a juste 2 femmes qui nous ont aidés à devenir parents. Mais en aucun cas, ces femmes ne sont des mères. Et puis troisième question qui m'insupporte, c'est il va grandir sans référence féminine. Je pense qu'on ne vit pas dans une grotte qu'avec des hommes. Il a ses 2 grands-mères. On a fait le choix de 2 marraines. Au bout d'un moment, cette question n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on prend la parole et qu'on donne de la visibilité. C'est pour montrer à tous que finalement nos familles, elles sont normales entre guillemets, même si j'aime pas trop cet adjectif. Mais nous, on a une notoriété et si jamais elle peut servir à quelque chose pour que les gens envisagent un peu différemment peut-être les familles homoparentales, on aura servi à quelque chose. Je crois que ça se passe de commentaires, mais c'est quand même pour ça qu'on va le faire. Bon, là encore, il faut être... je pense qu'il faut être rigoureux dans l'analyse. Pas tomber dans l'espèce de facilité de dire oui mais c'est anormal, c'est complètement dingue, c'est pour le pognon, c'est pour machin, c'est ridicule, c'est la propagande. Oui, bon d'accord, effectivement. Mais regardons les choses franchement. On est sur un discours qui est tellement contradictoire que tout ça apparaît dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que d'un côté, on a le compagnon de Christophe Beaugrand, je sais pas comment il s'appelle, qui nous dit c'est pas une question d'argent. Christophe Beaugrand qui dit mais en fait c'est quand même entre 100 et 150 000 euros. Après on te dit non mais les mères ne font pas ça pour l'argent. Enfin non, d'ailleurs il n'y a pas de mères, donc les femmes ne font pas ça pour l'argent. Mais c'est vrai que l'essentiel de l'argent c'est pour les frais médicaux. Mais il est vrai qu'aux États-Unis la santé c'est du business. Donc, on récapitule, il y a 100 000 euros en haut, on va prendre la fourchette basse. Il y a une grande partie, la grande majorité qui part dans les frais médicaux, qui sont du business. Donc, il y a des gens qui se gavent sur ça. Et en bout de chaîne, il y a 2 femmes qui portent, il y en a une qui donne ses ovocytes, l'autre qui porte l'enfant, qui n'est pas la mère, qui prend très peu de pognon. Et on lui envoie 3 photos sur Instagram. Je sais pas quoi vous dire en fait, parce que je veux pas tomber, si vous voulez, dans l'opposition bidon et dire ouais c'est scandaleux, c'est machin, c'est la marchandisation du corps. On y viendra en essayant d'être un petit peu plus poussé, si vous voulez. Mais en fait, il y a des contradictions inhérentes à ce qui est dit. Même si j'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un qui pense que tout ça c'est ok, c'est le progrès, c'est normal, c'est enviable. Je ne comprends même pas comment c'est audible, ce genre de discours. Parce qu'il est pétri de contradictions. Et il faut quand même, à un moment donné, mettre l'orteil dans l'eau, il faut se mouiller un petit peu. C'est le problème de nier le réel. Quand vous expliquez qu'une femme qui porte un enfant n'est pas une mère, alors que 2 pères qui ne le portent pas sont des pères, là, je sais plus quoi vous dire. Qu'il faut dissocier ce qui est expliqué, génétique et parentalité. Oui, mais on peut peut-être le faire de manière un peu plus fine. Effectivement, dans le cas d'un enfant adopté,
Il n'y a pas de génétique, ça c'est d'accord, effectivement. Il a des parents, mais qui ne sont pas ses parents génétiques. Ça c'est OK, effectivement, on s'entend. Mais là, si vous voulez, on a une négation du réel qui va du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est terrible, en fait, à entendre ce discours-là, qui est un discours de médiatisation, hein, ils le disent, hein, un discours militant, qui milite pour la normalisation de ça, pour l'arrivée légale en France de la GPA. On comprend juste, en fait, si vous voulez, l'effondrement de ces notions de gauche, et j'en appelle à certains arbitres dans le chat dont je connais les idées de gauche. Je pense à Steph 5 que j'embrasse, et c'est chouette justement de pouvoir papoter tous ensemble, les amis. Je pense qu'en fait, c'est la séquence qui nous est offerte avec Christophe Beaugrand, presque indépendamment de la GPA, en fait, est la preuve de l'effondrement des idées de gauche, ou dites de gauche, c'est-à-dire sur la notion de progrès, la notion de liberté, où en fait, pour aller un peu vite, la liberté est devenue le désir. C'est-à-dire que être libre, c'est d'abord être libre de réaliser son désir, ses désirs. Donc je veux un enfant, je dois pouvoir avoir un enfant. Je veux être un homme, une femme, je sais pas, je dois pouvoir l'être. Je veux, donc je dois avoir. Il est interdit d'interdire, ça commence un peu comme ça l'histoire. Donc, si vous voulez, ce qui se passe là avec Christophe Beaugrand, ce qui est terrible, et même par conviction politique sur certains points, ce que je trouve terrible, effrayant, c'est à quel point les idéaux de gauche ont été, parce que ce ne sont pas les idéaux en eux-mêmes qui sont devenus néfastes, c'est ce qu'on en a fait, hein, cette gauche post-mitterrandienne, pour reprendre la classification de Michéa, à quel point, en fait, les idéaux de gauche ont été pervertis, ont été prostitués au service de désirs individuels, donc de l'argent. Parce que ce qui apparaît dans l'étape Christophe Beaugrand, dans ce que Christophe Beaugrand explique avec son mari, c'est que, et ce qui transparaît du discours, parce qu'ils ne contredisent pas, hein, ils contredisent plein de choses, mais pas ça. C'est-à-dire, c'est réservé aux riches. 100 à 150 000 euros pour cette prestation, procédure, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, on comprend bien que l'homme libre de gauche, désormais, c'est l'homme qui est capable d'être libre, qui est financièrement apte à être libre. Le changement de sexe, c'est pareil, ça a un coût aujourd'hui, qui est certes, en France en tout cas, supporté par la sécurité sociale sur certains pans. Mais là, qui peut sortir 100 à 150 000 euros pour aller, je ne sais pas comment on fait je sais pas comment faut dire, hein, du coup, parce qu'ils disent, ils expliquent qu'il ne faut pas l'acheter, donc c'est pas de la marchandisation, mais ça coûte quand même 100 à 150 000 euros qu'on donne pour des frais médicaux qui sont du business aux États-Unis, comme c'est reconnu. Donc je ne sais pas comment faut dire en vérité. Aventure, voilà, il y a F Society 72, il parle d'aventure, bon, on va parler d'aventure, les Indiana Jones du ventre. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire, si vous voulez, de voir à quel point ces idéaux de gauche sont pervertis et à quel point ce qui est présenté comme la gauche aujourd'hui est mis entre les mains du grand capital. Je peux faire du marxisme à deux balles, mais regardez aujourd'hui, tous les discours progressistes sont liés d'une manière ou d'une autre à l'argent. Je vais aller un petit peu vite en besogne, mais pour bien comprendre à quel point il y a une espèce de valeur ultime qui pervertit même la gauche. Même les idéaux de gauche. Vous prenez l'égalité femmes-hommes. Nos féministes médiatiques militent pour les égalités de salaire et pour la présence de 50% d'hommes, 50% de femmes, mais vous noterez que c'est rarement dans le métier des boueurs. C'est dans les conseils d'administration des grandes entreprises, c'est dans la politique, c'est dans les postes de cadre. Par contre, le poubelleur, il n'y a pas 50-50. Il n'y a pas de tribunes qui sont signées par Léa Salamé et je sais pas qui pour expliquer qu'il faut des quotas chez les éboueurs. Il n'y en a pas, en fait. Ensuite, on explique que une chose qui est très intéressante concernant le changement de sexe, donc les changements de sexe, le courant transgenre aujourd'hui, c'est qu'on explique qu'on peut, sur simple déclaration, devenir un homme, devenir une femme, on peut être ce que l'on veut, hein, donc une espèce de performativité comme ça du réel. On explique que ça marche pour le sexe. On est en train de commencer à expliquer gentiment que ça marche pour l'âge. Donc on va rigoler, hein, le jour où un homme de Robert, 62 ans, nous expliquera qu'il s'appelle Nathalie, 12 ans, et qu'il veut sortir avec quelqu'un qui a également 12 ans. Donc là, on va rigoler, hein, dans cette phase de normalisation de la pédocriminalité, quand des gens vont dire j'estime que j'ai 12 ans,
et la société doit estimer que j'ai 12 ans, là on va voir, en fait. On va voir, si vous voulez, jusqu'où cette négation du réel peut tenir. Donc, il y a ça. Mais ce qui est intéressant sur le fait comme ça, de modifier le réel sur simple désir individuel, c'est que ça marche pas avec l'argent. Il n'y a pas de militants, il n'y a pas de militants LGBT ou woke qui te disent vous allez voir votre banquier, bon, vous êtes au SMIC, mais vous lui dites que finalement vous êtes milliardaire. Ça marche pas. C'est intéressant, ça marche pas. Il n'y a aucun banquier qui va dire oui, pardon, effectivement, voici des valises de billets. Ça ne marche pas. Donc, on voit qu'à un moment donné, ces idéaux se confrontent toujours, en fait, à ce mur-là, à ce mur de l'argent qui n'est jamais remis en cause. La GPA, on vous explique tous les arguments du monde, on vous explique qu'une femme qui porte un enfant n'est pas une mère, donc rendez-vous compte où on en est à peu près. Par contre, 100 à 150 000 euros, ça ne dérange personne. Sur l'aspect marchandisation du corps, il y a des gens qui vous expliquent non, ça n'a rien à voir. Parce que, in fine, la femme qui fait ça ne touche que très peu d'argent. Voilà l'argument qui est donné. Dans cet ordre d'idées-là, je trouve ça intéressant que on n'ait pas encore de témoignage, parce que je pense que le jour où ça va arriver, ça va être placardé dans les journaux, d'une femme pauvre qui porte l'enfant d'une bourgeoise. J'aimerais bien, par exemple, que les militantes pro-LGBT, ou les militants, parce qu'aujourd'hui, apparemment, tout le monde peut bricoler, que les militants et militantes LGBT pauvres, donc de conditions basses, si possible, portent l'enfant de bourgeoise. Pour voir si c'est absolument pas lié. Non, pardon, que des bourgeoises pro-GPA portent l'enfant de prolétaires. Je trouverais ça très intéressant. Donc, voilà un petit peu où on en est, les amis. Cette histoire Beaugrand, honnêtement, m'a gonflé, me gonfle depuis un bout de temps. Je vous invite à lire sur ce sujet-là. Il y a quelques parties. Le phénomène trans d'Annie Robert Dufour, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je trouve ça très intéressant. On est en plein dedans. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est que on revient à des... revenir à des espèces de cas concrets, que ce soit sur la lecture de la grille politique de ce qui se passe, revenir à des basiques élémentaires, qui sont à peu près acceptés par la société depuis des milliers d'années. Et je parle même pas de homme en couple avec homme, c'est même pas ça, je m'en fous, mais comme moi, ma première paire de chaussettes. Mais sur la question, une femme qui porte un enfant n'est pas une mère, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et tout ça dans, pour l'instant, le silence assourdissant des féministes autoproclamées. Je trouve ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc, on est obligé, si vous voulez, de tordre le réel à tous les niveaux, parce qu'il n'y a plus un boulon qui tient. Il n'y a plus un boulon qui tient. C'est absolument n'importe quoi. Sur les justifications qui sont avancées, sur tout ça, c'est absolument n'importe quoi. Et donc voilà un petit peu, les amis. Alors, on pourrait passer des heures à discuter de ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet, les amis. On en reparlera dès demain. Je prends un petit peu les messages du chat, n'hésitez pas à réagir, les copains. Il y a plus de saison qui dit, et c'est là où intervient la religion, quand les hommes ne sont plus attachés à des choses simples. Seule la religion peut nous sauver, je suis complètement d'accord. Bayer92 qui dit, Rémi, GPA est symbole de la marchandisation du corps. Il s'agit d'éthique humaine. Attention à ces dérives, car un jour on arrivera à la vente d'organes. C'est un monde pour les riches où les pauvres sont une réserve humaine. Pour les riches, débectant, complètement d'accord avec ça. Parce qu'in fine, effectivement, c'est la nouvelle grille de présentation de l'humanité qui va se manifester. C'est-à-dire, effectivement, on parlait d'armée de réserve du capital chez les marxistes quand il fallait des bras pour travailler, pour construire le capital. Aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de ventre de réserve du capital, d'organes de réserve du capital? À partir du moment où un petit peu de pognon est donné, même si ça n'a rien à voir, c'est intéressant de voir que c'est toujours dans le même sens et toujours avec la même dynamique d'exploitation, finalement. Et je trouve ça bluffant, si vous voulez, que des siècles d'histoire, des siècles de grands penseurs, des siècles d'analyse nous amènent à ça, nous amènent à ce qui se passe aujourd'hui et à cette négation du réel. Je le redis, je ne parle pas de l'histoire de l'homme, je sais pas quoi, je m'en fous. À ceci près, c'est purement subjectif comme avis, que je n'ai toujours pas compris, si vous voulez, alors que nous avons des dizaines, des centaines de gosses à adopter aujourd'hui en France, qui ne demanderaient pas beaucoup plus que d'avoir une famille. Je ne comprends pas que la société, que les médias, dans la grande majorité, se disent finalement,
le désir de parentalité doit être couplé avec le désir de propriété, le désir comment dire, de dire c'est son enfant, quoi. Alors, dans le cadre de couple hétérosexuel, on peut le comprendre. Dans le cadre de couple homosexuel, ça devient un petit peu plus complexe à concevoir, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est ce qu'explique Christophe Beaugrand et son mari. Hein. On voulait adopter, mais les procédures sont compliquées. Voilà. Tout ça pour derrière expliquer qu'il fallait 2 ans. Il fallait 2 ans en France. Alors il y a Gizouille qui dit je me désabonne, qui a dit mais n'hésite pas à expliquer pourquoi. Hein, si on n'est pas d'accord, c'est vraiment le genre de la maison. Hein. Ce que je dis ne reflète que ma pensée et mes idées, mais on peut papoter absolument. Il y a vraiment le sens du débat. Enfin, tu peux te désabonner, tu fais ce que tu veux, mais n'hésite pas à dire pourquoi, parce que sinon c'est compliqué. Monsieur Noob qui dit as-tu entendu parler du licenciement du professeur Patrick Provost au Québec? Ça serait génial si tu arrivais à le contacter pour l'interviewer. Son histoire est un peu similaire à celle du docteur Perron. Je vais regarder ça avec plaisir. Je vous tiens au courant. Neutron qui dit, ça me fait tristement sourire, surtout avec la nouvelle ligne de Macron sur le réarmement démographique, la solution est toute trouvée. France Travail va bientôt te proposer d'être mère porteuse ou d'être radiée. Ouais, ça me fait rire jaune, on va dire. Et Gizou qui dit je l'ai dit plus haut, quelle déception. Alors peux-tu remettre ton message parce qu'il y en a beaucoup, tu te doutes. Attends, est-ce que j'ai une fonction chercher là-dessus, moi? Parce qu'avec plaisir, moi j'aime bien discuter, j'aime bien débattre, hein, vraiment. Mais attends, est-ce que je peux retrouver le message? Ouais, c'est sympa comme tout de me dire j'ai mis plus haut, mais j'ai pas que ça à foutre, tu vois. Attends, j'ai un message là. Ouais, apparemment, j'arrive à le filtrer. Une adoption à l'international peut coûter 20 000 €. Commerce également. Et ça dépend. Si c'est géré de manière étatique, de manière rigoureuse, c'est déjà différent que si c'est du business. C'est Christophe Beaugrand qui le dit, hein, que la santé, c'est du business aux États-Unis, c'est pas moi. Hein. Seule la religion peut nous sauver. Dit Gizouille. Nous a dit Gizouille. C'est pas ce que j'ai dit, mais parce que si on m'attribue les propos du chat, je suis pas dans la merde. Et donc, il y avait que ça, Gizouille, j'ai bien récupéré tes messages ou n'hésite pas à me dire, hein, parce que moi je suis vraiment parti, hein, avec plaisir. Mais seule la religion peut nous sauver, j'ai pas dit ça, moi par contre. Là c'est curieux. Si on m'attribue les propos du chat, j'ai dit plein de trucs. Hein. J'ai dit plein de trucs. Et non, alors Marcel, oui, c'est un propos que tu as repris. Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai repris. C'est qui avait dit ça? Il y a plus de saison, je sais plus qui. Que dans une société, à partir du moment où toute forme de transcendance a disparu, faut vous attacher à ce qui est sur Terre, à ce qu'il a de manière palpable. C'est une espèce de mécanisme qui est celui du veau d'or qu'on trouve dans la Bible, où la disparition de la divinité fait que l'humain, l'individu, va s'attacher à ce qu'il peut trouver sous la main. Il faut une forme de transcendance, il faut quelque chose qui le dépasse, ce à quoi il peut s'arrimer pour évoluer dans la vie. Mais à un moment donné, comme dans une espèce d'éternelle répétition, ce cycle-là touche au plus bas possible, et ça va remonter. On va avoir un retour du religieux, un retour de la spiritualité, qui n'est pas forcément effectivement seulement religieuse, mais regardez, le nombre de baptêmes en 2023 a augmenté en France, a sérieusement augmenté en France. Vous avez de plus en plus de gens qui reviennent vers la religion. Là encore, normalement, cher Gizouille, si tu regardes l'émission, parce que comme tu veux te désabonner, c'est que tu es abonné, je n'en fais pas un jugement moral. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je ne suis pas en train de vous dire faites-le ou le faites pas. Je m'en fous. Je dis juste que c'est c'est une sorte de mécanisme anthropologique qu'on retrouve très souvent. C'est que l'individu a besoin de s'arrimer à quelque chose pour avancer dans la vie. Et ça peut être ce qu'on veut. Hein. On peut croire en soi, on peut croire en Dieu, on peut croire en ce qu'on veut. Mais on peut croire au progrès, par exemple. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une forme de religion du progrès qui s'installe dans nos sociétés? Je pense que la question peut se poser. Le fait de croire que le progrès peut régler tout, peut faire tout avancer, peut tout changer, je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus. Et d'ailleurs, économiquement, il y a bien des gens qui pensent, qui croient en la main invisible. C'est-à-dire, on a comme ça une main invisible qui gère tous les équilibres économiques. Je pense que c'est assez spirituel. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de différences d'avec une religion. Donc voilà, après, j'ai pas dit seule la religion peut nous sauver. Alors peut-être que c'est écrit, je l'ai lu, certes, mais je suis d'accord sur ce point-là. Voilà, pour le verbaliser, qu'on soit bien d'accord. Donc on n'a pas de nouvelles de Gizouille, j'espère que ça va. On l'embrasse, évidemment.
Voilà un petit peu les amis. Pour ça, 18h30, on s'est fait une belle émission les copains, émission en fanfare. Je vous l'ai dit, on commence la semaine à fond. J'ai 30 ans, voilà, on peut le dire maintenant. Les amis, je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Je pense qu'on peut faire un grand chelem cette semaine si tout va bien. Les amis, on va se retrouver dès demain 16h45 et demain soir je vais chez le coiffeur. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les amis, merci Gizou. Et voilà, en plus on finit en beauté. Gizou qui dit oui ça va, merci, bonne continuation. Écoute, j'espère que tu vas pas te désabonner. Fais pas grise mine. On peut papoter, c'est ça le genre de la maison. Parce que si on quitte les endroits où on entend des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, on n'est pas sorti du sable. Hein. C'est ça le truc. Hein. Moi, je veux bien, mais intellectuellement, c'est dommage. Après, j'en dis des conneries, tout le monde en dit. Voilà. C'est le plaisir de papoter. Moi, je suis preneur. Quand on discute, j'ai pas eu trop tes arguments, mais on en reparlera volontiers. Voilà, on finit sur une bonne note. Tu peux pas m'enlever mon sourire, Jésus. C'était mon anniversaire hier. Tu veux ruiner ma vie, c'est ça? C'est ça le projet? Jésus. Quand même. Allez, les copains. On se retrouve demain. 16h45. Je vous l'ai dit, 16h45 pour le 317e Juste Bistrot. Et en plus, on a des belles vidéos cette semaine qui arrivent. Il y aura la farce tranquille mercredi. Il y aura nouveau teaser du spectacle spectacle Zinzin, les amis. Vendredi à 18h, nouveau teaser avec de nouveaux extraits, vous allez voir. Et dimanche, vidéo spéciale sur les européennes. Voilà les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Vive la rigolade, vive la France. Et à demain.